Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? I'm a man. Well, nobody's perfect. Je veux dire, j'ai l'impression d'aimer moins le cinéma qu'il y a un an. Uniquement parce que j'ai fait un film et que ce film a plu et comme ça, alors je souhaite que mon second déplaise énormément et que ça me donne envie de faire du cinéma de nouveau. D'accord, faisons comme ça. Ravi de t'avoir revu, l'ami. Salut à tous et à tous et bienvenue dans Cinémascope. Nouvelle intro, nouveau logo. Oui, ça te choque, Nina, ça te choque, effectivement. Il y a juste un mot de différence, hein, quand même. J'ai dit salut au lieu de bonsoir. Je suis pas bien. C'est une petite dédicace à Maxence et William. Donc au programme de cette 23e émission, donc 23e puisque la semaine dernière il n'y a pas eu d'émission, à cause de la neige évidemment. Donc on part sur un débriefing des Césars et Oscars, donc on débattra aussi de La Forme de l'eau, Oscar du meilleur film, de Moi, Tonya, de Call Me By Your Name et de Lady Bird. Vers 20h30 on recevra aussi l'équipe de Ciné Campus, donc pour nous parler de La Belle Verte de Colin Serrault. Il y aura aussi le quiz de Marie et Simon, et pour évoquer tous ces films ce soir, il y aura Nina, Morgane, Gaëlle, Marie et Simon. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. On passe tout de suite aux news. Channel 4 News with 5-time Emmy Award-winning anchor Ron Burgundy. Champ Kind Sports. Alors on commence local en parlant des Césars, donc la 43e... Ouais, local, français. Ouais, non, voilà, oui, local. Exactement. Pas loin, c'est du coin. Donc c'était la 43e émission, non, cérémonie, donc présentée par Manu Payet, présidée par Vanessa Paradis. Donc le grand gagnant c'était 120 battements, puisqu'il a eu 6 Césars quand même. Donc meilleur film, meilleur acteur dans un second rôle. Meilleur espoir aussi pour Nabil Pérez-Biscayat, qui n'était pas dans meilleur acteur, assez surprenant. Meilleur scénario original pour Robin Campillo, meilleur montage pour Robin Campillo, meilleure musique pour Arnaud Rebottini, meilleur décor pour Pierre Kelefelian. Ça c'était pour Au revoir là-haut, excusez-moi. Et en fait, ouais, il y a eu surtout 120 battements en vainqueur, puis après il y a eu pas mal de prix assez partagé. La grande surprise c'était surtout Camélia Jordana qui était... Enfin, surprise, c'est pas une surprise, c'est vraiment une déception parce que... c'est une surprise, mais... C'est une mauvaise surprise, très mauvaise surprise. Parce que, Gaëlle, tu voyais plutôt... mais c'était sûr, Garance était faite pour avoir cet Oscar, non, ce César, et puis Camélia ne l'était pas du tout, puisque déjà, elle avait fait quand même pas mal de films, et pour moi, son rôle et son interprétation était vraiment pas digne d'avoir... quoi que ce soit. Moi je sentais bien Laetitia Deutsch aussi. Mais ça m'aurait encore, ça m'aurait allé, tu vois, mais alors là, vraiment, Camélia Jordana, c'est pire que tout. Garance c'était vraiment hyper jeune quand même. Pour moi, c'était une performance, quoi. Elle était, elle mettait son corps à nu et tout. C'est clair que pour un premier rôle, en fait, elle avait joué déjà dans le des courts-métrages. Dans le court-métrage de Juliette Ducournau aussi. Mais deux courts-métrages, mais c'est pas du tout pareil, quoi. Tu te dis, premier long-métrage aussi jeune, avec un film aussi poussé au niveau de l'interprétation, et elle joue super bien. Et tu mets Camélia Jordana qui a fait plusieurs films, qui a un rôle bateau. Elle sera renommée pour une prochaine fois. Et pour Le Brio, c'est ça. Ça avait fait Louane. Le Brio. Mais c'était moins pire, je trouve. C'était un peu un film invité, comme il y avait Le Sens de la Fête aussi, qui était, on se demandait pourquoi ils étaient là alors que encore, le Sens de la ils Fête, allaient rien gagner, quoi. Mais Le Sens de la Fête, tu savais très bien qu'il allait rien gagner, quoi. Oui, mais aux Oscars, il y a pareil. Pentagon Papers, tu savais très bien qu'il allait rien gagner. Pourtant, il était nommé. T'as Thomas, je le dire. T'as quand même des grands noms dedans. Et là, t'as Jean-Pierre Bacri, hein. Voilà. Le Sens de la Fête, ça allait. Pour moi, c'était une bonne idée de le mettre parce que c'était une comédie, mais justement qui changeait des comédies habituelles. Alors que Le Brio, par contre, c'était vraiment juste comme d'habitude, quoi. Et Toledano et Nakache, ça va, ils sont bien aimés. Depuis Intouchables, ils ont été nommés plusieurs fois. C'est vrai. C'est pas une surprise. En parlant de comédie, il y a eu le César du public de Red Dingue qui était annoncé. Il va peut-être en avoir un deuxième encore, hein. Si le prix pour Lâcheté famille, effectivement. Mais d'ailleurs, en fait, il y a eu pas mal de... parce que Danny Boone a fait un hommage, il y a eu pas mal d'hommages donc, pendant la cérémonie. Donc il y a Lino Renaud et Danny Boone qui ont fait un hommage à Johnny Hallyday. Il fallait s'y attendre. Guillaume Canet à Jean Rochefort, Vanessa Paradis à Jeanne Moreau. Après, qu'est-ce que vous retenez, vous, de la cérémonie en tant que telle, c'est-à-dire les interventions Gênant. Non, mais même celle de Blanche Gardin qui est...
plutôt bonne, qui est plutôt drôle, qui est passée un peu partout à la télé. Il y a aussi celle de Monsieur Poulpe. C'était le moins gênant. J'ai bien apprécié. Bah non, finalement. C'était censé être le plus gênant. Finalement, ouais, c'est ça. C'était le moins gênant. Ah oui, j'ai trouvé ça pas drôle. Je m'attendais à plus drôle que ça quand j'ai revu sur YouTube. Là, je me suis dit non, c'est pas trop drôle non plus quoi. Bon, ça va, c'est plus drôle quand même que l'introduction des Césars. J'ai pas vu. Ah ouais, l'introduction des Césars, horrible. Cette jolie chanson. Ouais. Oui, le truc avec des Césars comme ça. Ouais. Bah, ils ont toujours une année de retard. Ils ont voulu faire un hommage à La La Land. Ouais, non mais ouais, ça avait l'air gênant. Non mais attends, l'année dernière aussi, il y avait un hommage à La La Land. Je me souviens pas. Ah ouais, ils en avaient fait un parce que le film. Mais d'ailleurs, Jérôme Commandeur était mieux. Oui, Jérôme Commandeur était mieux. Finalement. Ça fait la peine. Mais c'est vrai. C'est ouf. Ouais, il aurait dû le garder. En plus, je crois que Jérôme Commandeur, il était aux Oscars aussi. Je sais pas si tu te souviens. Il avait enchaîné. Il était allé aux Oscars aussi avec. Il faisait les interviews. Avec Laurent Veil et les autres, pour faire les interviews tout. C'était marrant. Il était impliqué dedans, quoi. Mais oui, c'est quand il avait sorti son truc là. Et oui, la française Danielle Lafourcade nommée l'Oscar du meilleur son. Tu vois le truc. Il inventait des trucs parce qu'il en avait marre et il se faisait chier avec Thomas Veil et Didier Lalouche. Non, Laurent Veil et Didier Lalouche, c'est ça, je crois le deuxième. Ouais, c'est ça. Et il se faisait chier, c'était marrant. Alors que là, je crois que vous êtes emmerdé, non? Bonne transition pour parler donc des Oscars. Bon alors, le grand gagnant là c'est La Forme de l'eau, donc il y a eu 1, 2, 3, 4 prix, donc meilleur réalisateur, meilleur film évidemment, meilleur décor et meilleure musique donc pour Alexandre Desplat. Après c'était assez partagé, moi j'ai trouvé, Dunkerque j'étais assez surpris, bon, même si c'était des prix techniques et c'était c'était pas non plus super partagé, mais j'étais assez surpris qu'il soit récompensé 2 fois, donc 3 fois pardon. 3 fois, ouais. Meilleur montage son, meilleur mixage son. Ouais, surtout meilleur montage, moi je m'attendais pas trop parce que moi aussi j'ai misé sur lui complètement. Mais quand même son montage était particulier et tout. Ouais, mais avec la vibe des BAFTA, c'était Baby Driver qui avait gagné, alors parce que le montage est beaucoup plus percutant, marquant. Mais non, ouais, mais je sais pas, tu sors du film en te disant le montage était vraiment bien foutu quoi. Ouais, mais Dunkerque aussi. Si, en c'est gros, ce qui m'a marqué le plus, mais. Ouais, mais c'est pas des mêmes sortes de montage. T'en as un qui est très percutant, c'est genre le montage en tant que tel, tu le vois bien, alors que là dans Dunkerque, c'est écrit. Le montage est écrit. Le montage est écrit, c'est ça. Après, il y a eu le perdant, c'est un peu Two Billboards parce qu'on voyait gagner un peu le meilleur film. Là, il a eu. Et le meilleur scénario aussi. Ça, mais... Ouais. Meilleur scénario original. Il méritait mieux, mais en même temps, il y avait des bons films quand même. Cette année, je trouve leur bon. Oui. C'était dur de. Bah après, heureusement qu'il a eu les deux. Frances McDormand qui a eu la statuette et qui se l'est fait voler d'ailleurs. mais qu'il a retrouvé. Et Sam Rockwell pour meilleur second rôle masculin. Est-ce que vous avez des surprises pour les prix à part le film étranger? Get Out, quand même. Get Out, ouais. Bah, au final, pour moi, c'était pas une surprise. C'est pas une surprise à la base. C'est juste qu'on se disait non, ils vont pas faire ça. Mais au final, il le méritait clairement. Donc c'était une fausse surprise pour moi. Mais les prix des scénarios en général, ils donnent à des petits films. Enfin, c'est pas. Je trouve que c'est un peu l'excuse, ce genre de prix. Mais bon. Surtout que je trouvais Three Billboards remarquablement écrit, alors qu'il y avait des petites lacunes sur Get Out. Aussi, surtout, je veux dire, pardon. C'est l'originalité, ouais. Oui, c'est l'originalité, c'est tout, parce que genre toute la partie avec le pote dans Get Out, le flic ça, là. C'est toi qui aimes pas, mais je trouvais que c'était trop, mais bon. Pas grave. Si, il y a eu des surprises quand même. Attends, meilleur costume. Non, mais meilleur costume pour Phantom Thread. Non, mais c'est pas une surprise non plus en vrai. Nous, on a trouvé ça ignoble. C'était le seul film sur un costume. Enfin, sur un. Mais oui, mais c'est ça. Ils ont fait la blague jusqu'au bout, tu vois. J'étais quand même la seule à avoir parié sur lui. Ah, mais franchement, t'as bien fait. Mais voilà. Alors que La Forme de l'eau, pour moi, les costumes étaient vraiment remarquables. Ah oui, clairement. Petite surprise quand même niveau court-métrage de fiction, dire basketball. On s'y attendait pas du tout. On s'y attendait pas. Exact. Kobe Bryant qui monte sur scène. Qui monte sur scène, voilà. Effectivement. Un grand moment de sport et de cinéma. Moi, j'étais surpris par le meilleur film en langue étrangère. Une femme fantastique. C'est le seul qu'on n'a pas vu. Alors, je sais pas. Moi, je peux pas juger. Oui, non, mais à côté, t'avais. Tu juges ça? Non, mais c'est pas ça. C'est qu'à côté, t'avais le film qui avait gagné l'Ours d'Or, le César aussi. La Palme d'Or aussi. La Palme d'Or, voilà. Oui, c'est vrai. C'était pas non plus un film super coté pour avoir ce prix-là. Mais je crois que même Nina était aussi assez surprise finalement par Coco. Elle voyait plutôt finalement la Passion Van Gogh. Donc bon. Ah oui, c'est vrai que t'as pris sur les. C'est quand même. Pour tout dire, on a fait des pronostics. Alors, est-ce que on peut pas donner les pronostics des Césars parce que j'ai perdu, mais.
Pour les Simon premiers a César. gagné. En tout cas. Simon a gagné. Simon a gagné haut la main. Donc finalement, Les deux, hein, je Ouais. préfère leur dire pour que vous compreniez Oui, bien. Simon a gagné aussi le pronostic des Oscars, mais Simon, je pense, est Et dans de la grosse l'académie. tête On pourrait aussi, dire. Exactement. Je pense qu'il C'est vrai qu'il non, y a c'est certains, juste il y a chiant. certains prix, j'ai vu ce que t'avais mis, je me suis dit non, c'est pas possible. Comment tu C'est peux clair, en plus on savoir se l'est qu'il a- dit, on était là avec il le aura truc et ça il a mis ça, mais c'est impossible. À Et chaque fois, ouais, c'était. j'avoue, le bon. meilleur mixage et meilleur montage son, celui-là était cadeau, il était pour moi. Bon, ça Par va, On l'avait moi, aussi, j'avais hein. mis Par exemple, les deux. c'est bon, hein. les Et moi, meilleurs- j'ai mis meilleur montage, alors tu vois, c'était plus surprenant. hein. Les meilleurs effets spéciaux, moi je m'attendais à ce que ça soit Star Wars et tout, parce que Blade Runner finalement c'est pas des effets spéciaux. J'ai Enfin, été dans c'est- les papiers. non mais c'est des, juste que mais non, c'est c'est des- des maquettes et c'est Bah des. oui, mais à l'époque, Ça reste de l'effet spécial. King Kong, Bah non, pense. King Kong, je pense qu'il a Non, mais gagné avec des l'Oscar. Meilleur maquettes, il n'y a décor. pas que des maquettes. On peut quand même dire Je que sais pas. Simon n'avait pas le meilleur film pour les Oscars. Il a gagné, certes. Oui, et alors, mais et n'avait que pas de aussi, meilleur. et C'est ça. alors oui, précisons aussi que pour les Césars, il ne l'avait pas et qu'il m'a recopié. Voilà. N'importe quoi. Précisons Alors les là, choses comme ça quand même. Comment elle s'arrange son truc. Un petit mot sinon sur enfin comment ils ont abordé l'affaire Weinstein, même si enfin ils l'ont pas vraiment abordé, mais je trouvais ça assez décevant. Surtout que c'était pour les 90 ans là, enfin je pensais qu'ils allaient marquer le coup quoi, parce que enfin je sais pas, dans son animation je trouvais qu'il y faisait assez peu référence. Il y avait Frances McDormand qui en a parlé, mais je trouvais que sinon c'était assez taiseux. Mais là-dessus. J'ai Jimmy pas vu, Kimmel mais- aussi, à ce qui paraît, c'était pas fou. Il y a une statue qui a été Bah, exposée 2 jours avant les Oscars devant le oui parvis du Palais. mais ouais, du coup c'était De Weinstein. Ouais, de Weinstein en peignoir sur son Ah oui, ouais. canapé. On dit qui bonsoir je à sais plus Florent quoi, et enfin, pour Guillaume dénoncer qui ce viennent. qu'il avait D'accord. fait. Ouais. Mais ouais, mais c'était pas de l'académie. Mais Jimmy Kimmel, le truc, c'est que c'est un pote à Matt Damon. C'est un Matt Damon qui trempait un peu là-dedans. Donc finalement, c'est un peu pour ça peut-être. Je pense qu'il a pas trop osé parler parce qu'il le connaissait aussi et voilà. Mais sinon, moi, j'étais assez déçu là-dessus. Pas d'autres avis sur les Césars ou Oscars, non? Non. Guillaume, Flo, À Non. part des robes de merde. pas du tout. Oui, ça, non mais je crois que les La Césars robe de c'était Marion bien. Cotillard. Juliette Binoche quand même mais la vous, caution. Juliette Binoche, la coupe de cheveux. Oh là là. Et la mode, c'est Phantom Thread, donc bon. Oui, c'est vrai qu'à partir qu'on va de pas là, se plaindre. Finalement, ouais. peut arriver. Je vous propose qu'on fasse donc la première pause musicale avec Dave Edmunds, Creature from the Black Lagoon. All he wanted was a lady that at night came up from the deep. He was feeling like any other lonely fella, decided to take one while the city was asleep. The unsuspecting maiden was clutched from where she lay, taken away to a home down under the borders of the local bay by the creature from the Black Lagoon. Strange to see him back so soon after his last intended did the dirty on him. Didn't last 5 minutes.
from the Black Lagoon. I'll be seeing him again real soon. After the Santander lets him down, won't last 5 minutes with him around. Like a creature from the Black Lagoon. Strange to see him back so soon. After his last intended did the dirty on him, didn't last 5 minutes in the swim. With a creature from the Black Lagoon. I'll be seeing him again real soon. After the Dave and Moons avec Creature from the Black Lagoon, un morceau de 79 sur l'album Repeat When Necessary, donc un titre éponyme qui revient sur le célèbre Gilman du film L'étrange créature du lac Noir en 54, devenu une légende avec Universal, donc au même titre que Frankenstein, la momie ou l'homme invisible. Qu'est-ce qui se casse dans le studio? Je ne sais pas. GoPro. Ça c'est Marie, c'est pas l'installer. C'est certainement l'homme invisible finalement. En grand adorateur de monstres, Guillermo del Toro lui rend hommage dans, pas l'homme invisible, hein, à Gilman, dans La forme de l'eau. On écoute tout de suite la bande-annonce. If I told you about her, the princess without voice, what would I say? Eliza, come on. Eliza, hurry, hurry. She deaf? Mute, sir. She can hear you. You clean that lab, you get out. This may very well be the most sensitive asset ever to be housed in this facility. You may think that thing looks human. Stands on 2 legs, right? But we're created in the Lord's image. You don't think that's what the Lord looks like, do you? This creature is intelligent, capable of language, of understanding emotions. When he looks at me, he does not know how I am incomplete. He sees me as I am. J'avoue, je n'ai bavé pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous. The natives in the Amazon worshiped it like a god. Get him out. What are you talking about? No. We need to take it apart, learn how it works. I don't want an intricate, beautiful thing destroyed. We can do nothing. I'm sorry. Don't do this, Eliza. What is she saying? Don't do this. Oh, God, it's not even human. If I told you about her, what would I say? I wonder. La forme de l'eau de Guillermo del Toro, donc le film qui a eu l'Oscar du meilleur film, du meilleur réalisateur, le Lion d'Or à Venise. Aux États-Unis, début des années 60, au beau milieu de la guerre froide, modeste employée d'un laboratoire ultra discret, Elisa est une jeune femme muette et rêveuse. Un jour, par l'embrasure d'une porte blindée, elle observe l'agitation des militaires autour d'une étrange créature. Fascinée, Elisa entame petit à petit avec elle un dialogue fait de musique et de repas partagés. Mais l'officier Strickland veut disséquer la bête pour l'étudier, tandis que les Russes désirent s'en emparer. Donc le film qui a eu autant de prix, comme je l'ai dit, qui souhaite commencer sur la forme de l'eau? Gaëlle, je te sens motivée. Ah, bah sûrement que je l'étais. Alors moi je vais le défendre à fond, je sais pas si après on va me casser la figure, mais moi je le conseille vivement ce film, puisque pour moi c'était un film, vraiment un grand film de cinéma, comme on en voit peu, mais à la fois comment dire, un film classique, mais comme on en voit peu dans le sens où il reste vraiment en tant que film de cinéma, et quand je pense au cinéma, je pense à ce genre de film. Ça m'a fait penser un peu à La La Land pour ça, c'est-à-dire que le schéma était assez classique, mais que ça reste quand même dans les esprits. C'est un film qui prend son temps,
dont plein de choses sont parfaites, la lumière, la mise en scène, le jeu des acteurs, actrices, le son, la musique, le montage, les costumes, le décor. Enfin, pour moi, aux Oscars, finalement, il aurait un peu dû tout remporter s'il n'y avait pas eu Three Billboards, parce que lui aussi méritait de tout remporter. C'est un film inspirant, profond, avec un casting sublime, je trouve. Les personnages étaient super bien écrits, super approfondis, que ce soit... Sally Hawkins ? Non. Michael Shannon, j'avais plus son prénom, je sais pas pourquoi. Michael Shannon ou Sally Hawkins, les deux étaient hyper bien dans leur protagoniste-antagoniste, quoi. Les thèmes aussi étaient super intéressants. Il y avait l'évocation de l'homophobie, du sexisme, du racisme, du patriotisme américain, des différences, etc. Aussi le fait de le faire à un changement de période comme ça, avec le récit sur les affiches qui change entre peintes à la main par le voisin du personnage principal et ensuite photographié. J'aime bien le fait que ce soit comme ça. Boulanger. Voilà. J'aime bien justement que ça fait comme ça à une période précise où il y a un changement, où on pense que ça apporte rien au film, mais en fait ça apporte beaucoup. Et forcément c'est un personnage féminin, donc j'étais contente. En plus c'est un personnage féminin superbe dans le sens où... Et là, c'est un peu le fausseur de film qui m'a fait dire ça, mais c'est pas grave. Où il n'est ni forcément plus fort en mode je combats tout comme. J'oublie tous les noms en fait. Dans Three Billboards. Frances McDormand. Ni non plus justement soumis ou quoi que ce soit. Donc c'est un personnage juste en fait, qui existe en tant que tel et qu'on accepte entièrement comme on la connaît. Et il y a un souci du détail, je trouve, hyper important dans le film. Par exemple, avec la gelée verte qui est dessinée... qui est dessinée ou qui est prise en photo ? Non, qui est dessinée par le voisin et qui après revient dans la famille du méchant. C'était marrant. Qui montre bien en gros qu'il y a une critique justement de ce patriarcat. Sur la carte aussi. Sur la carte au citron vert. Oui, voilà, il y a plein de choses comme ça qui reviennent et la couleur verte est tellement mise en avant, mais tellement bien mise en avant. C'est hyper subtil, mais en même temps on la voit partout, comme l'eau d'ailleurs. C'est hyper subtil, mais on la voit partout non plus aussi. Et du coup j'ai aimé qu'il y ait un côté très magique et un truc fantastique, que ce soit pas que... en gros pas de la SF, je sais pas si on aurait considéré ça comme de la SF, mais là il y a un côté plus que de la SF, c'est magique quoi. Fantastique, hein. Moi je considère pas ça comme un film de science-fiction. Mais je sais pas comment dire, en gros il y a un truc, il y a très, très onirique qui en sort plus que juste une créature qui n'existe pas en gros, comme sans spoiler par rapport à ce qu'elle fait, etc. Et puis c'est une grande histoire d'amour. Évidemment j'avais pas tout compris, comme je m'en veux encore, mais alors au début j'avais trouvé que c'était un message d'ouverture d'esprit, peut-être pas finalement, mais ça reste du coup un truc très beau et très bien ficelé. Voilà. Non, mais dans tous les cas, malgré le truc que tu n'as pas vu, le film reste vraiment ouvert d'esprit, puisque comme tu l'as dit, oui, bien sûr, il y a les autres thèmes qui... Là, c'était l'ouverture totale, mais effectivement. Ouais, c'est très large. On va pas revenir dessus, mais le soin fait à la mise en scène, les images qui sont vraiment magnifiques, c'est un gage déjà de qualité. Le traitement des personnages et leur place accordée surtout à chaque personnage, que ce soit Octavia Spencer ou Michael Stuhlbarg, qui est vraiment un acteur formidable, et on va en reparler de façon tout à l'heure dans Call Me By Your Name, je pense. Et puis oui, aussi ce moment clé, tu parlais des affiches et tout, mais aussi la guerre froide, et je trouve ça super intéressant. J'ai trouvé que les dialogues aussi étaient bien écrits. Même les non-dialogues en fait. Et les non-dialogues. Les scènes où moi je trouve que la scène était vraiment super bien quand elle parle à son voisin, qu'elle lui fait répéter. Déjà c'était un super bon moyen de nous faire comprendre ce qu'elle disait, et c'était hyper touchant et tout, alors que je me disais putain c'est fou, elle est... Après, et tu te dis c'est bien fait quoi. Moi elle m'agaçait parfois un petit peu, Sally Hawkins, au bout d'un moment. Oh non, elle est pas si mignonne que ça. Quoi ? Non, mais pas. Je la trouvais. Je sais pas, son personnage m'énervait un peu. Moi je trouve ça un peu. Il est un peu trop. C'est trop grossier son écriture. Voilà, mais comme tous les personnages du film finalement. Je trouve que les autres. Moi je le trouve, mais. Je trouve que les rôles secondaires sont beaucoup mieux écrits. Salut Guillaume. Mais secondaires parce qu'on les voit moins. Par exemple, Michael Salzberg, je sais jamais comment on dit. Michael Stuhlbarg, pardon. Lui, je le trouve bien parce qu'on le voit peut-être pas assez pour qu'il soit
C'est Ah trop non, mais grossier. il y a Moi, des- j'aime pas trop l'écriture de Guillermo del Toro, je le trouve assez Ah ouais, grossier moi en j'ai général. trouvé que mais- c'était j'ai trouvé là que c'était les autres personnages. Parce qu'il a Oui, écrit le film et tout. Enfin, il est vraiment. Ok, oui, et chacun, alors on comprend vite qui Non mais il sont, écrit, tout ça, il mais écrit ses c'est- films à ça item marche quand bien. même. Il écrit genre ce personnage-là, il fait des claquettes, il est muet, il fait machin, il est machin, il fait Non, machin, il mais aime sa franchement, couleur, il fait non, machin. je pense que c'est- Je pense que c'est, je pense C'est que pas vraiment, réaliste. attends, je pense que vraiment c'est le côté très classique du film qui peut-être donne cette impression, parce que c'est vrai, en gros c'est un schéma très classique, etc. On a déjà vu. C'est très ce genre de manichéen. choses. Enfin, tu l'as dit enfin, tu l'as Oui, dit non, mais sans il y a un dire. côté- Tu l'as dit. Non, je t'as- sais. Mais d'un autre côté, il y a quand même, en gros, Michael Shannon a des raisons de faire ce qu'il fait. Et je trouve que même si, ok, c'est un Enfin, il a vrai des raisons, méchant, c'est un vrai méchant, mais en même temps, je trouve que c'est pas Mais- si grossier que ça. Je trouve Ouais, que ça ça donne se des justifie. couleurs au personnage, ça- je sais pas. Et puis Ouais. c'est dans une telle, comment dire, fabulation, je ne sais pas si ça se dit, dans le sens de la fable vraiment, que je sais pas, je trouve que ça marchait vraiment bien, le fait de un peu grossir les traits peut-être, mais pas non plus au point de comment dire, d'en être gêné, de se dire oh bah elle est vraiment toute gentille ou lui tout méchant, enfin je sais Bon, pas, moi je trouve qu'il y avait après, des nuances j'étais quand même un petit peu déçu, on le vendait beaucoup plus, on le vendait peut-être c'est à cause de tout le pataquès qu'il y a eu à côté, Ah oui, aux mais États-Unis, ouais, c'est vrai qu'il y a- mais ils en parlaient. je m'attendais à un plus gros film et j'étais quand même un petit peu déçu, mais bon. Marie, Tout. sur la forme de Moi, l'eau. je Personne ne m'attendais veut à parler. rien. Du coup, c'était une belle surprise pour moi. Je suis tout à fait de l'avis de Gaël et Simon aussi, même si j'ai plus apprécié que lui. Moi, je trouve qu'on sent vraiment l'univers, la patte de Del Toro, et j'aime bien ce qu'il fait en général. Ces univers très oniriques qui critiquent beaucoup d'aspects de la société, mais sur fond de contes presque. Et le jeu des acteurs, pour moi, était extrêmement bon. Sally Hawkins, je la trouve extrêmement expressive. Niaise, non. Pas du tout. Elle, non. elle ne parle pas, mais elle est Non, très non, elle est pas expressive. niaise, elle est chiante, Elle fait ouais, passer c'est beaucoup de ça. choses. Oh, mais pas du tout. Mais Non, quoi, vraiment elle pas. est chiante. T'as regard, aucun argument de toute façon. Mais, donc, mais si, mais ce moi n'est je pas les recevable, ressens. Ouais, monsieur. mais oui, mais si je le ressens comme ça, vraiment, au bout d'un moment, elle m'a agacé avec ses petits airs. Nanana. Mais quel petit air Ouais, bah, par exemple, dans le genre muet, j'ai préféré le personnage en mute. Tu vois? Ah bah alors là, moi c'est pas contraire, le contexte, c'est mais lui qui m'a agacé, purée. Bah, moi, il m'a agacé moins. Il avait aucune personnalité, Peut-être alors parce que qu'elle, ça, au moins, elle a une c'était un vrai mec personnalité. et tout. Et qu'il n'y avait pas de personnalité, mais oui. Tous les autres acteurs aussi, Richard Jenkins qui est Ah, extrêmement purée. attachant, Enfin, un très grand rôle drôle. pour lui. Ah, j'adore cet acteur, vraiment. Octavia Spencer aussi, qui à chaque fois qu'on la voit à l'écran, je trouve qu'elle crève l'écran. J'aime énormément cette actrice. Michael Shannon qui est absolument détestable. Donc je trouve que le casting était très très bon. Ils jouent tous un peu le rôle dans lequel on les attend. Bah oui, mais c'est pour ça Mais aussi moi, que je ça les donne connaissais un pas du tout, ça hein. donne un côté Sally grossier, hein, parce que non Sally mais Hawkins, tu disais, ah non, ouais, mais Sally enfin, non, ce mais c'est pas rôle-là, ça. je- Sally Hawkins dans son visage, elle a l'air ce qu'elle joue. Ah non, moi je trouve pas, je l'avais vu dans un film, elle m'agaçait Non tellement mais justement. Michael Shannon dans son visage, Bah, il tu a vois, l'air ce tout le temps qu'il joue. Mais Bah oui, attends, mais il peut être Kubrick, super il faisait pas sympa ça aussi. aussi avec. Attends, Michael Shannon ses peut avoir l'air acteurs. super Oui. sympa des fois. Il hein. prenait ses comédiens C'est parce complètement faux ce que tu dis. pour ce qu'ils étaient. Raphaël, c'est complètement faux. De quoi Michael Shannon peut des fois paraître super sympa. Moi je trouve que là, justement, c'était son mais non, la direction d'acteur il a un faisait regard- que. attends, il a un regard comme enfin Mais c'est des fois, vraiment il un est rôle de- hyper cool. Mais oui, mais parce que Moi, je les on le- connaissais pas. on le fait jouer quelque chose qui est plus dans la retenue et qui est bien dans la enfin je sais pas. D'ailleurs, t'as vu Arrête. comment, Souplesse de jeu comment il a d'acteur. suivi les Oscars, Michael Shannon? Il était au bar et Pas tout, et avec le son de sa télé coupé. OK, Voilà. c'est marrant. Non, mais il joue des personnages très sympathiques. Regarde dans les Ah non, mais Runaways. j'ai rien contre lui. Hein. C'est juste, je trouve du coup dans son jeu d'acteur qui est quelqu'un qui va assez facilement sur la personne très négative, très forte et très dure. Du coup, je le trouve assez évident Tu qu'il trouves va faire. tu trouves que son visage va bien avec le rôle? Mais c'est pas ça, c'est que dès le début, je sais que à la fin, ça va être le même personnage. Je sais, parce que c'est un méchant. Je sais. C'est-à-dire que ça va être le même, je comprends. Bah, je sais que ça va être un méchant du début à la fin. Je sais. Ça se sent. Je sais pas. Mais après, j'ai beaucoup aimé le film. Mais c'est une fable, tu sais que c'est un méchant. C'est un C'est conte, il faut le prendre comme ça. très C'est juste marqué. que, oui, voilà, c'est très marqué. Guillermo del Toro, il aime bien les monstres parce que lui, ce qu'il aime chez les monstres, c'est ils naissent avec un visage méchant. C'est-à-dire, la créature, t'as l'impression qu'il va être méchant. Et finalement, il inverse les rôles. Il veut faire passer l'humain comme le méchant. Alors Bah, que... Michael Shannon n'a pas un visage méchant, quand même. Mais non, Oui, non, mais si en gros tu compares je te parle- ça à Michael Shannon qui. Lui, non, je te parle doit être, du monstre, Oui, du oui, coup, ok. qui est assez peu important dans le film finalement. Hein. Enfin, je veux dire, il est assez peu impliqué, le Gilman, là, un peu l'homme amphibien. Bah, après, quand même, Ouais. si. Bah, je sais pas, non, je trouve c'est qu'il a. vrai. Je sais pas, il a mieux utilisé Epsabien dans. Bon, Epsabien, il Pacific parle Rim, dans hein. Hellboy, mais. Ah. Bah, Voilà. c'est quand même secondaire. Non, enfin, moi j'ai pas vu Hellboy, mais il est vachement secondaire non dedans. Oui, si, il est secondaire. Ah oui, non, clairement. mais oui, Alors que mais. même il là, est- Ouais, mais C'est un il y a peu des la- scènes. c'est Enfin, le je cœur sais de pas. l'histoire, quand même. Quand tu le vois à l'écran dans Hellboy, c'est vraiment. Enfin, c'est les meilleures scènes du film, quoi. Enfin, Bah après, parce que c'est le personnage. Mais après, c'est différent, qui c'est pas le apporte même cette personnage. chose. mais Guillaume, Oui, tu mais voulais il a pas intervenir. beaucoup de choses.
voulais intervenir. Non, moi j'étais pas spécialement d'accord avec ce que disait Gaël. Sur les qualités, je reviendrai pas, ça oui, mais après, je trouvais que le film était assez facile, comme tu disais, Raphaël, que ce soit dans la façon de raconter, dans le scénario, enfin j'ai déjà vu ça 1000 fois. Les rôles, je trouve que, ok, les acteurs sont souvent et pour le mieux catégorisés dans certaines cases. Donc Michael Shannon, c'est en ce moment pas mal le méchant, un peu comme ça. Octavia Spencer. Pas dans Nocturne l'animal. Mais en vrai, moi, Octavia Spencer aussi, elle a le même rôle. Avant là, en fait. Moi, je l'avais jamais vu. Moi, je l'avais déjà vu méchant. Je sais pas, peut-être que j'ai oublié, mais. Ça m'a saoulé. Elle était dans la figure de l'ombre, Octavia Spencer, non? Ouais. Oui. Pareil, donc elle joue la noire qui fait le serviteur du blanc, donc ça m'a un peu gonflé aussi. Mais là, c'est carrément pour dénoncer. Je serais d'accord s'il n'y avait pas du tout de. Ouais, non, je sais, mais juste c'était par rapport aux acteurs qu'elle joue encore ce rôle, donc ça m'a un peu énervé. Oui, après, c'est sûr que c'est pas par rapport à d'autres films où le noir est clairement le serviteur sans dénoncer. Et puis après, les critiques, c'est du classique chez Del Toro, c'est souvent autour de ces thématiques, donc pas surpris non plus. Du coup, ça m'a un peu gonflé d'avoir ça encore une énième fois. Je trouve qu'il n'arrive pas trop à se renouveler, et le fait qu'il soit récompensé aux Oscars, bon, ça m'étonne pas du tout. Par contre, mais après, oui, il y a des qualités, mais ça, je reviendrai pas dessus, on les a déjà évoquées. Donc, ouais, ça fait un peu un auteur qui était. Qui faisait pas trop académique et qui finalement se fait enfin reconnaître par l'académie puisque j'y participe et... c'est son film. Je trouve que c'est le film le plus académique qu'il ait fait dans la structure, tout ça. Ah oui, mais même Pacific Rim, il est plus borderline, bah oui, tu vois. clairement. Oui, mais moi je trouve que c'est... Enfin, après, faut aimer l'esprit conte, mais je trouve que c'est juste qu'il respecte. Effectivement, il respecte ce truc-là de conte, mais ouais, on voit pas ça souvent, et surtout, on voit pas ça aussi bien fait en fait. Oui, ce de conte, c'est tellement vu et revu, mais tellement mal fait. Et là, pour moi, ça faisait du bien. C'est un peu terre à terre, je trouve, comme conte, quand même. C'est un peu. Quoi? Bah attends, quoi? Bon. Bah si, je trouve pas qu'il y a des grandes envolées. Super magique. Bah quoi, des grandes envolées? Bah il y a des grandes plongées par contre, si tu veux. Non, mais il y a juste la scène où elle s'en fait. La comédie musicale. Il y a quand même pas mal de scènes plongées, comme je disais. Voilà. Et je sais pas, moi je trouvais que c'était pas assez présent dans le reste du film en fait. Dans la narration. C'était présent peut-être dans la mise en scène, ok, sur certaines scènes, mais je trouvais que ça avait peu d'importance dans l'histoire. Finalement. Ouais, parce que le plus important, c'est le truc avec Michael Shannon, hein. C'est pas l'histoire de leur romance, je trouve. Enfin, oh, quand même, attends. Bah, je sais pas. D'ailleurs, c'est la partie un petit peu plus faible, j'ai trouvé. Mais la scène de comédie musicale, c'est. C'était je sais bien. pas ce que vous en avez pensé, vous. Moi, j'ai bien aimé. Moi aussi. Moi, je me suis dit, en gros, qu'il avait vraiment fait des trucs et qu'il les a fait. Et je trouve que quand c'est bien fait, enfin, en gros, le fait d'y mettre du cœur et à la fois que ce soit bien fait, bah, je sais pas, je trouve que ça rend bien automatiquement. Enfin, je sais pas. Peut-être un peu niais ce que je dis, mais. Non. C'est ce qu'il pense au UV Ball aussi, quand il fait ses films. Il met du cœur. Mais moi, c'est vraiment un genre de La La Land fantastique dans le sens où tout était très classique et pourtant tout était très bien aussi. Enfin, je sais pas. Il y a un truc comme ça. Même si j'ai pas fait La La Land, mais bon, je trouve que je les ai vachement comparés, quoi. Mais j'aurais aimé. Bah, c'est vrai que la scène de la comédie musicale, on dirait que c'était la même salle qu'à un moment dans La La Land. Oui, mais ça, c'est juste une salle de comédie musicale. Non, mais du coup, c'est marrant que tu fasses le lien et qu'il y ait un lien réel. Effectivement, il y avait un lien réel, ouais. Voilà. Très bien. Mais après, j'ai bien aimé les scènes, la musique et tout ça, c'était pas mal. La musique et tout ça. Non, mais Nina, elle a pas parlé. Ouais, Nina, vas-y. Alors, j'ai écrit un petit texte. Parce que c'est mieux d'écrire. En mode SNCF ou quoi? Exactement. Alors, écoutez bien, ça va aller vite. Non, alors, moi, quand j'ai vu La Forme de l'eau, j'ai eu un profond ressenti de déjà-vu qui n'engage en rien la qualité du film. Et je dis ça parce que je souhaite adoucir les discours du plagiat. Parce que ça m'a quand même beaucoup perturbée au niveau du jugement. Parce que c'est un ressenti qui s'explique par l'attente du film, avec les espoirs qu'il a vendus, toutes les attentes que j'avais. Alors oui, ma critique est empreinte d'une certaine déception qui n'est qu'un ressenti purement personnel, mais je soupçonne les personnes haineuses qui hurlent au plagiat d'être dans le même état de déception. Parce que Guillermo del Toro restera l'un des créateurs d'univers les plus influents, celui qui permet de rêver à tout âge avec finesse et intelligence. Alors oui, mon discours change sur ce film car ce n'est que ma déception qui a parlé en premier après le visionnage. Je ne peux que reconnaître que la réalisation que j'aime tant est encore une fois exécutée brillamment et que ce film mérite tout le bien qu'on dit de lui. Voilà. Très bien. Mais je vous... On va passer donc au deuxième film. Pardon, j'ai un problème de casque. Donc, moi, Tonya de Greg Gillespie. Bonne annonce. The haters always say, Tanya, tell the truth. There's no such thing as truth. Everyone has their own truth. I was the best
figure skater in the world at one point in time. You call that a clean skate, for Christ's sake? Do not swear in front of the kids. I didn't swear, you cunt. Who's that? You two fuck yet? You need to see a wholesome American family. I don't have a wholesome American family. You skated like a graceless bull dyke. I was embarrassed for you. My entire life, I've been told I wouldn't amount to anything. You know what? Maybe I would. 4.8. How do I get a fair shot here? We also judge on presentation. Suck my dick. We're gonna need to even the playing field. I know a guy, shouldn't even be saying his name. Derek. The press wanted me to be the pile of crap. I never did this. What is going on? We're with the FBI. They know something. What can you tell us about Tanya Harding? I don't know a Tony Harding. Aren't you her bodyguard? When I was a kid, did you ever love me? I made you a champion, knowing you'd hate me for it. That's the sacrifice a mother makes. You cursed me. America. They want someone to love, but they want someone to hate. I mean, come on. What kind of friggin' person bashes in their friend's knee? Who would do that to a friend? Moi, Tonya de Greg Gillespie, donc le film qui a été aussi primé aux Oscars, donc meilleure actrice dans un second rôle pour Allison Janney, elle avait eu le Golden Globe aussi. En 1994, le milieu sportif est bouleversé en apprenant que Nancy Kerrigan, jeune patineuse artistique promise à un brillant avenir, est sauvagement attaquée. Puis, plus choquant encore, la championne Tonya Harding et ses proches sont soupçonnés d'avoir planifié et mis à exécution l'agression. Donc un film dans lequel donc Margot Robbie joue Tonya Harding. C'est marrant que le résumé commence ici alors que finalement c'est... c'est vraiment plus de la moitié du film. Parce que quoi. C'est comme c'est une histoire vraie. Ouais, c'est comme ça qu'il est vendu. Qu'on a retenu, oui, c'est ce qui avait été marquant. Guillaume, tu commences pas? Non, allez-y, je vous laisse. Moi, alors, du coup, j'ai trouvé que ça avait été ma petite surprise de la semaine et tout, et même du début d'année, puisque je n'attendais pas du tout ce film. J'ai trouvé que c'était drôle, fun, énergétique, ouais. J'ai relié ça, je sais pas pourquoi, à un autre film de sport que j'adore qui est Creed, et j'ai trouvé que c'était un peu le Creed du patinage artistique, tu vois. La mise en scène était vraiment géniale, les longs plans, les travelling rapides sur les personnages, très nerveux, le montage aussi fonctionnait super bien, le travail sur le son, les raccords, ça m'a rappelé un petit peu Paul Thomas Anderson à ses débuts, hein, pas le dernier Paul Thomas Anderson, et aussi surtout David O. Russell qui fait beaucoup ça. Tous les interprètes du film aussi sont géniaux, j'ai trouvé. Les personnages, en fait, déjà les personnages de base sont fous, on dirait. Donc là, c'est encore plus. Ou je sais pas. J'ai trouvé ça super bien écrit. Parfois, c'est compliqué de retranscrire au mieux des événements si fous finalement. Et là, j'ai trouvé que c'était super bien fait. Le système des entretiens aussi. Qui fonctionne bien aussi parce que ça fait des ruptures dans le ton, dans le rythme du montage et tout, même si le personnage par exemple de Bobby Cannavale, je trouvais qu'il servait à rien alors que je trouve que c'est un très bon acteur et il était sous-utilisé. Je sais pas si peut-être il intervenait plus dans la vraie vie dans une version plus longue du film. C'est ce que je me suis dit en tout cas. Les scènes du patinage aussi sont vraiment bien, la BO est top et elle donne aussi ce rythme et tout au film. Il y a du Dire Straits, du ZZ Top puisqu'elle dansait dessus, ou Fleetwood Mac, The Chain, bon voilà. Il est souvent en ce moment au cinéma. Ouais, souvent. C'est dommage. Hein. Non, il y a juste ressenti un petit coup de mou aux trois quarts, mais sinon j'ai trouvé ça vraiment bien et je trouve qu'il faut aller voir ce film. Je sais pas, je trouve c'est un de mes films préférés de ce début d'année et vraiment je recommande.
Très bien. Guillaume, je sais pas si tu veux réagir là-dessus ou quelqu'un d'autre. Parce que je sais Guillaume, qu'après il me rejoint pas mal Simon, du coup. J'ai rien à rajouter sur les qualités et les défauts du film. Peut-être en défaut, rajouter que la mise en scène, des fois, est un peu classique aussi. Et que les fonds verts peuvent être visibles à certains moments. Donc voilà, bon, c'est des défauts. Sur la patinoire, tu parles. Ça, quand il y a les patinages, puisque Margot Robbie s'est entraînée pas mal de mois pour patiner elle-même. Mais il y a quand même des doublures pour faire certaines figures, parce que genre le triple axel, elle peut pas le faire. Déjà Brian Joubert, il galère à le faire. C'est ça, ouais, mais même des professionnels galèrent, donc j'imagine pas une actrice. Donc les qualités, Simon a presque tout dit. J'aime bien aimer aussi l'utilisation du 4e mur, là, qui devient assez récurrent chez Margot Robbie, que ce soit dans le Loup de Wall Street ou le Big Short. Faut souligner aussi, tu l'as pas dit Raphaël, qu'elle a produit le film aussi et qu'elle commence à produire pas mal de films qui sont réalisés par des femmes sur des sujets féminins. Donc elle s'implique de ce côté-là. Je pense qu'elle va passer à la réalisation bientôt d'ailleurs. Cool. Puis après, axé aussi sur le fait que c'est une critique des États-Unis. Ouais. Ça, je l'ai déjà dit sur d'autres médias, on va dire. Vous avez déjà vu sur. Non, mais vous l'avez déjà tous vu. Cinémascope l'a partagé. Non, je vais pas dire ce sens-là, mais j'ai pas envie de me répéter non plus. Du coup, c'est un transmédia en fait, Cinémascope. C'est ça, critique de la bourgeoisie, du fait que les États-Unis bougent pas trop et sont toujours. Aussi stigmatiser ceux qui viennent peut-être plus des milieux pauvres ou de villes moins cotées, que ce soit donc du Wisconsin ou là je sais plus à côté de New York ou quoi que ce soit. Ou Sacramento dans d'autres films. Oui, Sacramento dans d'autres films, mais là je trouvais que c'était on y reviendra après sur les divers. J'ai bien aimé aussi le côté fiction documentaire, donc il y a des moments où on sait pas trop où on en est, surtout au début du film, que ce soit au niveau des entretiens ou des choses comme ça. Mais je la reconnaissais même pas, Margot Robbie, tu vois. Ouais, c'est marrant parce que ce que j'avais lu, Tonya Harding, justement, elle était considérée comme moche. Enfin, en tout cas, il y avait des critiques sur son physique. Ouais. Et là, on a pris une actrice qui est considérée comme assez jolie, ou en tout cas qui correspond à certains idéal de beauté, et on l'a dit exprès pour le rôle. Donc, un parallèle assez marrant, ou en tout cas drôle de ce côté-là. Puis après, je sais pas, pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à dire. Je ferai suivant le débat. Si notre Claude François National veut parler. Non, moi, ce que je voulais rajouter, c'était que je pense que... Je vais jeter un pavé dans la main. Je pense que Margot Robbie méritait plus l'Oscar que Frances McDormand. Voilà. Et tu vois, mais j'étais en train de me poser la question, bon, je pense pas, mais en tout cas, il y avait vraiment des belles performances et tout pour les Oscars, alors qu'au César, c'était dèche ce qu'ils avaient sélectionné, mais bon. Mais donc... après je te rejoins dans le sens où c'était une belle surprise. Ça m'a fait beaucoup penser aussi au film Prêt à tout de Gus Van Sant avec le premier rôle de Nicole Kidman. Voilà. Je pense que c'est pour ça. Ça m'a fait beaucoup penser. C'était vraiment la même forme et puis la notion de célébrité, etc. À quoi ça coûte, etc. Ah oui. Mais je te rejoins complètement, je vois exactement ce que tu dis et je pense que tu as même mis le doigt sur pourquoi j'aimais le film, je peux maintenant partir. Moi j'ai pas grand chose à rajouter quand même, vous avez beaucoup dit de trucs intéressants. Effectivement le film est vraiment à l'image du personnage et ça c'est super, pour moi c'est ce qui fait que le film est bien en fait, et du coup là c'est très très réussi. Et le film est sans tabou, vulgaire dans le bon sens du terme, etc. Et comme le personnage quoi. C'était pas mal aussi le 4e mur brisé comme ça plusieurs fois, ça aurait pu être super dérangeant et il a pris un risque et finalement non, ça c'est super agréable en fait. Et puis Margot Robbie était exceptionnelle, donc je comprends pourquoi tu dis ça Florent. En plus elle a la performance aussi du sport, donc ça donne encore plus envie de la féliciter, et productrice, donc c'est énorme. Et puis l'histoire est déjà folle, donc en fait elle était hyper bien. C'était une histoire pour être mis en film à l'écran, et du coup ça a été vraiment bien fait, je pense, dans le respect de tout ce qui s'est passé et dans le respect aussi du divertissement quoi. Mais on sent, et d'ailleurs c'est peut-être la puissance aussi du film, le film débute pas par inspiré d'une histoire vraie, mais par ce qui va suivre révèle de témoignages plus ou moins vrais ou je sais pas trop quoi, et c'est là où il y a une ironie. Il y a une ironie dès le début. Mais effectivement, je trouvais que c'est un tout petit peu plus ennuyant vers peut-être les 3/4 aussi, je sais plus, j'ai pas capté, mais parce qu'en fait ça parlait plus du mari à un moment donné, et je trouve que c'était un peu moins passionnant du coup en fait. C'était beaucoup plus intéressant quand ça parlait de Tonya. Donc quand c'était un peu trop sur le mari, sur ce qu'il faisait,
je me disais, bon, c'est pas si intéressant que ça en fait. Mais bon. C'est vrai que le film s'appelle Moi Tonya et à un moment tu la perds un peu. Moi, Sébastien. Bon, heureusement que tu l'as retrouvé. C'est peut-être pour plus expliquer comment ça s'est organisé de ça. Et... Oui, sûrement parce que finalement l'événement. Oui, il était plus lié à l'événement, mais du coup, moi je trouve que c'était tellement intéressant de l'avoir elle que presque l'événement, en fait, je m'en foutais. En fait. Bon. Marie. Non, moi, non plus, j'ai rien à rajouter. Ils ont tout dit. J'ai adoré le film. Je connaissais pas du tout l'histoire, quand vrai tous les films de sport que j'ai vus depuis grâce à début, Cinémascope. Grâce à Cinémascope. Vivement les collègues. Donc, du coup, je découvre des j'ai découvert cette histoire. J'ai trouvé l'histoire de Tonya hyper intéressante et toutes les qualités qu'ils ont évoquées sur le film. Il est très bien mené, très bien réalisé. L'alternance entretien, histoire de Tonya est très bien mené aussi. J'ai quasi rien à dire à part que j'ai adoré. J'ai pas trouvé de points négatifs à dire sur le film. Alors bon. Ouais, mais d'ailleurs j'en regrette même un petit peu d'être américain parfois, non parce que cette histoire-là je la connaissais et tout, mais aux États-Unis ça a encore plus d'impact. C'est vraiment un truc très connu et t'as peut-être pas en tant que spectateur français en fait. Parce que c'était une histoire qui était énormément médiatisée et ils se servaient de ça pour vendre un peu les JO et tout. Pour vendre là-dessus, ouais. Mais moi j'ai pas plus de compliments que vous, j'ai adoré aussi. Sauf que, je voudrais ajouter sur Allison Janney qui a eu un prix finalement elle, mais voilà, qui mérite totalement ce prix et je l'aime beaucoup. Personnage exceptionnel. Voilà. C'est marrant parce que quand j'y pense, en fait, le seul rôle qui me vient c'est Spy, alors que c'est pas un très grand rôle, mais non, dans Juno aussi elle jouait, je crois. Elle faisait la mère de Juno. La mère, ouais, avec J.K. Simmons. Elle était aussi très bien, ouais. Elle n'avait pas gagné pour une série aussi, je sais plus. Je crois qu'elle c'est l'une des séries qui a gagné un Oscar. Oui, aussi dans les sentiments. Merci Nina. Merci Nina. Le personnage qui m'a marqué, j'ai oublié son nom. Le mec qui est le garde du corps. Sean Eckhart. Il est extraordinaire. Il est génial. C'est comme le vrai au final. Oui, c'est ça. Les personnages sont hyper réalistes. En fait, quand on voit les images d'archives, on se rend compte que vraiment, ils ont suivi à la lettre les vraies personnes. C'est fou. C'est vrai que c'est assez plaisant à voir. C'est un film très drôle finalement. On n'a pas trop parlé de ça, mais c'est très drôle. On va passer donc au troisième de la soirée, Lady Bird de Greta Gerwig. I hate California. I want to go to the East Coast. I want to go where culture is, like New York, did I raise such or at least Connecticut or New Hampshire, where writers live in the woods. Get into those schools anyway. Mom, you should just go to City College. You know, with your work ethic, just go to City College and then to jail, and then back to City College, and then maybe you'd learn to pull yourself up and not expect everybody to do everything. Lady Bird, is that your given name? Yeah. Why is it in quotes? I gave it to myself. It's given to me by me. Lady Bird always says that she lives on the wrong side of the tracks, but I always thought that was like a metaphor. But there are actual train tracks. What she did was very baller. It was very anarchist. Put the magazine back! She has a big heart, your mom. She's warm, but she's also kind of scary. You can't be scary and warm. I think you can. Your mom is. So, you're not interested in any Catholic colleges? No way. I want schools like Yale, but not Yale because I probably couldn't get in. You definitely couldn't get in. Does Mom hate me? If you're tired, we can sit down. I'm not tired. You were dragging your feet. You are so infuriating. Please stop yelling. I'm not yelling. Oh, it's perfect. Do you love it? You both have such strong personalities. When is a normal time to have sex? You're having sex. I'm ready. Just wanted it to be special. Why? You're gonna have so much unspecial sex in your life. We're afraid that we will never escape our past. Whatever we give you, it's never enough. It's never enough. It is enough. We're afraid of what the future will bring. We're afraid we won't be loved. You can't do anything unless you're the center of attention. We won't be liked. Yeah, well, you know your mom's tits, they're totally fake. She made one bad decision at 19. 2 bad decisions. And we won't succeed. I want you to be the very best version of yourself that you can be. What if this is the best version? What I'd really like is to be on Math Olympiad. But math isn't something you're terribly strong in. That we know of yet.
La version québécoise de la bande-annonce de Lady Bird de Greta Gerwig, je pense. Je peux pas confirmer. Hein, ah ouais, mais franchement, les voix, c'était assez étrange. Ouais. Donc avec Saoirse Ronan dans le rôle titre, Christine McPherson est une adolescente originale et enjouée qui exige qu'on l'appelle Lady Bird. Entame sa dernière année de lycée dans un lycée catholique de Sacramento. Elle rêve de poursuivre des études dans une université de la côte est américaine, mais ses origines modestes la forcent à user la persuasion auprès de ses parents et plus spécialement de sa mère avec qui elle est en conflit quasi permanent. L'existence de Lady Bird s'ouvre lorsqu'elle décide de s'inscrire à un cours de théâtre où elle fait la connaissance d'un sympathique garçon de son âge, qui vient d'une famille aisée. Donc un film qui n'a pas été récompensé aux Oscars malheureusement. Je sais pas. Gaël, vas-y, débute. J'aimerais bien avoir ton avis. Déjà, il méritait pas du tout d'être récompensé nulle part. Quand même, soyons honnêtes. Non, mais c'est pas qu'il est terrible, horrible à mourir, mais c'est juste que c'est pas un film à... Je sais plus dans quel... C'est pas un film marquant, quoi, c'est tout. C'est un film... Je sais pas dans quel comment dire, s'il avait le meilleur scénario aussi. Oui, je crois qu'il avait le meilleur scénario, non? Le meilleur scénario original. Je pense que c'est ça, ouais. 5 nominations, donc c'est possible. Meilleur film, meilleure réalisatrice. C'est fou quand même. Meilleur film, meilleure réalisatrice, meilleur scénario, meilleure actrice et meilleur second rôle. Bah attendez de voir comment ça va finir ma critique. C'est le premier film de Greta Gerwig donc. Ouais. Alors c'est le positif. Merci de cette transition. Positif, c'est une femme qui est nommée aux Oscars plusieurs fois, dont le film a une héroïne. En vrai, elle est nommée qu'une fois puisqu'elle produit pas le film. Non, mais plusieurs fois, je veux dire, dans le film est nommé plusieurs fois. Avec une héroïne, du coup, héroïne, pas la drogue, mais en tout cas, pas non plus masculin. Contrairement au documentaire héroïne. Qui n'a pas gagné, malheureusement. Voilà. Aux Oscars, on s'y connaît trop maintenant. Des points positifs vont être assez bizarres finalement, puisque j'ai marqué un bel étalonnage. Et oui, j'ai remarqué le petit étalonnage qui m'a semblé sympathique. Ça vaut le coup d'être dit quand même. Ça vaut le coup d'être dit, effectivement. Puis certains plans de profil étaient cool. Aussi dans la voiture, c'était pas mal filmé. Et les thèmes me plaisaient aussi beaucoup, la relation avec la mère, l'adolescence, l'identité, l'amitié. C'est des thèmes que j'aime voir et que j'aime moi-même utiliser, donc c'était cool. C'était rythmé, donc c'était bien que ce soit pas trop long, parce que j'ai l'impression que les films ont tendance à s'allonger. Non, ça se dit. Ah, mais moi je trouvais qu'il était trop court pour tout ce qu'il y avait à dire et tout. Oh non, ça filait à toute allure. Non. Mais au contraire, je trouve que c'est bien, mais bon, on va oui, parce que pour le film d'après, je trouve que par exemple, c'était trop long. Mais bon, là au moins c'était pas si long que ça. Et ce qui était cool aussi, c'est que ça, c'était en gros, comment dire, c'était bien que l'élite puisse voir un teen movie finalement, enfin l'élite dans le sens un film qui est Oscarisé, non, nommé en tout cas, soit finalement un teen movie quoi. Ça c'était intéressant. Après. Mais ça, Juno par exemple, tu en parlais, Juno a eu un prix d'ailleurs, meilleur scénario original. Bon, déjà j'avais oublié premièrement. Et puis quand même, ça arrive pas souvent, donc je le dis quand même. Merci, fais-toi plaisir. Après, par contre, l'histoire est tout à fait banale, hein, soyons honnêtes, on l'a vu 1000 fois, et contrairement justement à La Forme de l'eau, c'était pas pour moi juste classique, c'était juste vu 1000 fois et pas intéressant. Le fond et la forme, je trouve qu'ils sont pas du tout cohérents, enfin pas spécialement cohérents en tout cas. J'arrivais pas à voir pourquoi certains plans étaient comme ça, pourquoi d'autres non, enfin j'ai l'impression que c'était juste pour faire beau. Et les valeurs, alors ça c'est ce qui m'a le plus marqué, c'est les valeurs de ce film sont quand même très ambiguës, je trouve. C'est-à-dire que je pense qu'en fait c'est un film très moralisateur, mais qui veut faire non, on n'est pas moralisateur. C'est-à-dire que la religion à la fois est très stéréotypée, mais alors, en veux-tu, en voilà, Marie, tu aurais détesté pour ce côté-là. Mais d'un autre côté, à la fin quand même, faut être dedans. J'ai pas trouvé ça du tout, mais... Tu trouves pas que c'est moralisateur? Attends, il y a les sujets quand même, l'avortement, comme dans Juno. Ah oui, non, mais au contraire, elle l'est. Justement, alors au début, c'est genre, ah non, soyez pas avec cette religion, en fait. Mais d'un côté, je trouve ça dommage du coup d'évoquer la religion de cette manière-là. Mais à la fin, ça fait quand même, c'était bien, la religion, vaut mieux se remettre dedans. Ça finit quand même, désolé de vous dire, mais sans pas vraiment spoil, mais ça finit sur ce truc-là, c'est-à-dire revenons dans les trucs traditionnels parce que en attendant, t'as fait n'importe quoi, et en attendant, c'était du n'importe quoi. C'était pas si libre que ça. Puis pareil pour finalement son amie, c'est-à-dire qu'on intègre un personnage qui n'a pas les canons habituels, c'est-à-dire qu'elle est grosse, et on pense que ça peut être bien, etc., qui vont la mener à quelque chose de super intéressant, et en fait c'est comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on la met là, on dit oh mais regardez quand même, il n'y a pas que l'apparence qui compte, mais en fait un peu quand même, parce que c'est quand même son sidekick, et que en fait elle a plus de vie quand elle est plus avec Ah mais moi aussi, sauf que justement en gros le film la met pas du tout en avant, c'est-à-dire que quand elle a plus son amie qui est elle dans les canons, et ben du coup elle est plus rien,
Donc en fait c'est ridicule parce que dans ce cas tu ne mets pas un personnage en disant que tu veux que les apparences soient pas aussi importantes et finalement si en fait c'est trop con. Même dans les rapports de séduction, excuse-moi de te couper, non, elle est pas la même, il y a le rapport physique mais je trouve qu'elle est pas traitée de la même façon que le personnage principal. Ah non c'est carrément à chaque fois elle a des échecs et puis l'autre réussit tout ce qu'elle fait quoi. Oui elle parle que de sexualité elle seule et alors que l'autre a une vraie sexualité etc. C'est vraiment en gros je pense que le départ c'était montrer que les apparences sont pas si importantes mais sauf que c'est raté je pense et même alors là le milieu anarchiste mais il est tellement stéréotypé mais c'est pas possible de faire d'un côté le milieu anarchiste mais c'est vraiment très stéréotypé et alors là ça m'a énervé aussi personnellement parce que le milieu vegan aussi est très stéréotypé parce que vraiment c'est juste des gens qui ont des piercings et qui du coup veulent mais vraiment ça montre j'ai l'impression que le film dit ouais c'est à la mode d'être vegan parce qu'ils veulent être vegan et ils sont clashés en 2 secondes par le personnage principal sauf que déjà c'est ridicule ce qui se dit mais ce moment m'a gêné vraiment m'a profondément gêné et tout le côté anti-système etc c'est juste du cliché c'est-à-dire que c'est des gens avec des piercings et en plus finalement le mec doit enlever ses piercings pour travailler et elle avait bien raison de lui dire ça parce qu'il a obtenu un travail donc finalement pas du tout c'est pas du tout ouvert c'est juste sur une mode et c'est super négatif du coup la seule personne qui était potentiellement cool là-dedans se retrouve une méchante a menti au personnage donc c'est super con. Donc au final on peut pas non plus se mettre là-dedans c'est comme si on disait ouvre-toi à ça et puis non donc c'était juste très bon réalisateur et je pense que c'était un faux côté indépendant et un faux côté feel good movie si on peut dire ça parce que même pas juste pour nous donner des leçons quoi et même le personnage de Lady Bird n'était pas du tout attachant quoi moi j'ai trouvé de A à Z il m'a pas touché une seule fois il y a que la mère, je l'ai trouvée plus attachante que... Moi j'étais un peu en dents de scie sur son personnage, mais c'est parce que vraiment l'écriture, je vous rejoins, elle est vraiment très facile parfois, avec ses clichés et tout. Et je pense que ça s'explique par le fait que c'est l'idéologie de Lady Bird qui doit toujours gagner à la fin. Et ça, c'est ça qui m'a énervé en fait dans son personnage. Je sais pas forcément comment elle est, mais c'est que c'est toujours elle. J'ai l'impression que c'est en fait c'est un film de super-héros. Vraiment, sauf que Lady Bird elle sauve pas le monde ou je sais pas quoi, non c'est juste elle impose ce qu'elle pense et du coup quand elle est face... on lui donne des idées quand même, on l'influence tout le temps en fait donc elle a vraiment aucune personnalité en fait. Oui mais c'est toujours elle qui c'est le propos du film d'ailleurs oui mais moi je comprends pas du tout j'entends bien ce que t'as ressenti mais je suis pas je pense que t'as pas compris du coup où elle voulait en venir. C'est que elle voulait parler de parce que tu as raison il y a plein de clichés mais ça en parle et ça les dit pas déstructuré ou quoi que ce soit. Non mais ça les dissocie des personnages. T'as des personnages, t'as des personnes qui sont dissociées des clichés qu'ils représentent et du coup tu trouves bah oui tu trouves que le mec joué par Timothée putain mais alors lui tu trouves qu'il est dissocié de son stéréotype mais bien sûr il fusionne comme ça pour c'est le cliché du bobo français qui est aux États-Unis putain c'est terrible mais c'est ça il est aussi mais voilà mais non mais c'est ça qui est intéressant c'est que la première fois que tu vois chaque personnage c'est un cliché. La deuxième et la troisième fois aussi ouais. Non je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il pense au personnage de Lucas Timothée vraiment tu trouves que moi il évolue pire en plus de cliché ça devient pire non mais il évolue dans le sens où au début tu pensais ouvert d'esprit finalement il est assez fermé. Oui mais direct tu vois sa gueule. Ah ouais mais vraiment surtout avec son bouquin sur l'histoire des États-Unis et tout. Non mais la première fois que tu le vois c'est pas à ce moment-là c'est quand il joue j'ai l'impression qu'il est même dans Call Me By Your Name quand il est dans un groupe tu vois. Et à ce moment-là, c'est la première fois que tu le découvres. C'est le mec qui a l'air cool, qui est dans un groupe, machin. Finalement, c'est un gros connard. Et à chaque fois, t'es les personnages, tu t'attends pas à ce qu'ils soient comme ça. Non, mais fais avec le plus simple. Non, mais je suis d'accord avec toi. Fais par exemple avec Danny O'Neill, que tu vois le cato irlandais. Oui, voilà, par exemple. À chaque fois, mais c'est une blague ou quoi les personnages il est pas du tout déstructuré. Voilà, je ne dirais pas le spoil. Mais c'est quand même déstructuré quand même son. C'est quand même un truc qui arrive comme ça, comme un cheveu. C'est limite drôle. Tu t'y attends pas du tout, c'est limite drôle quand ça arrive. Non mais attends, non mais c'est drôle parce que tu dis, ok le mec il était avec elle et ça. C'est juste histoire de dire, soyons ouverts d'esprit. Il a besoin de ça pour être ouvert d'esprit. Je veux dire pour moi c'était une blague et comme d'ailleurs la meuf. Je ne peux pas en parler clairement là. Non mais dans ça, c'est que c'est le fait qu'il soit comme c'est quoi c'est juste que pour moi c'est pas du tout. En gros c'est comme si elle s'était dit ouais je vais trop mais alors là en faisant ça je casse le cliché mais pour moi pas du tout.
Mais en quoi ça... Elle casse, mais je te dis, elle casse aucun cliché, elle les dissocie des personnages. Les clichés, elle dit qu'ils existent. Franchement, alors que exactement. Les adolescents, les teen movies, c'est la base de tout teen movie d'ailleurs, mais ça c'est la base. C'est que c'est des clichés tout le temps, il y en a tout le temps. Et elle se construit avec des clichés, les clichés des véganes, les clichés des machins, les clichés de tout. Et elle aussi, ces personnages autour d'elle, ce cliché, se construisent autour de clichés. Et là, le truc, c'est qu'elle cherche pendant tout le film lequel elle va, parce qu'elle est dans une école catho, t'as des clichés des cathos, t'as les clichés de machin, t'as le cliché, et là elle se faufile à travers tous les clichés pour te demander, et pour se dire, elle va finir finalement. Et il n'y a aucune morale dans le film parce que tu ne suis. Mais non, je trouve qu'il y a une morale quand même. Mais je trouve qu'il n'y en a aucune. Mais attends, parce que franchement, désolé, mais là j'ai spoilé, mais c'est vraiment pas important comme chose. C'est une tranche de vie qui ne revient pas sur le passé. Et non mais attends, mais je trouve que en 2002 pour Greta Gerwig, c'est le passé, elle fait vraiment un film sur elle. Attends, ok. Non mais ça je l'ai compris, mais moi je trouve pas ça dérangeant qu'elle fasse un film sur elle. Au contraire, ça veut dire qu'elle connaît plus son adolescence où il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait pas de machin, et là, mais du coup elle prend plus au corps ce sujet-là parce qu'elle connaît tous les clichés de cette époque-là, de Sacramento, là où, enfin elle connaît bien, voilà machin, et finalement, je trouve qu'elle les évite parce qu'elle les contourne à chaque fois parce que. Elle les évite quoi? Mais parce que tu les vois dès le début, mais tu te rends compte que c'est pas. Dans Sacramento. Tu vois que c'est un cliché. Tu vois que c'est un cliché parce que les personnages se construisent comme ça et finalement, en fait, non, ils sont différents, ils sont pas comme ça. Mais ils se reconnaissent dans ces clichés, mais ils sont pas des clichés. Le problème, c'est justement que les clichés sont juste reconduits et qu'en plus, on te dit ah ben heureusement qu'elle a pas suivi ce cliché-là. On te dit ça, on te dit heureusement qu'elle a pas suivi ce cliché-là parce que regarde ce que ça donne. À chaque fois, on te dit ça en fait. C'est ça qui en fait qui fait que ces clichés sont dangereux. Comment je peux me dire que c'est pas moralisateur? Vraiment, elle sort, voilà, je le dis, elle sort d'une église et elle fait bon, quand même, je vais appeler mes parents et je vais tout arranger. C'est vraiment. Elle s'appelle plus Lady Bird. Ça ne servait à rien. Enfin, pour moi, c'est pas moralisateur dans le sens où c'est que pour cette personne-là. C'est parce que tu prends là, c'est une tranche de vie, tu la suis elle et tu comprends pourquoi elle fait ça. Mais ça serait moralisateur si c'était vraiment plus général. Là, c'est pas global. Mais tu dis. Mais attends, bien sûr que c'est global. Mais non, c'est selon son histoire, elle, que ça se passe comme ça. Elle fait ça parce que elle a vécu ça. Mais attends, c'est le propre de tous les films. C'est le propre de tous les films d'avoir une histoire très précise. Oui, mais elle représente rien. Elle représente quand même une jeune elle fille représente personne vu qu'elle évite à chaque fois. Ah quoi? Mais attends. Elle a un frère qui est, enfin, c'est son frère, ouais, qui est vieillard, je sais jamais. Mais voilà, tu sais pas dans quelle tranche de cliché elle va finir en fait. Mais elle est pas obligée d'être dans une tranche de cliché déjà. Mais c'est pour ça, c'est elle-même. Mais ce qui est elle-même, c'est de les éviter, voilà. Et moi, je trouve que le film le fait très bien. Dans un truc tellement patriarcal, tellement classique, tellement nul. Mais toi, tu dis ça juste pour une scène. Mais attends, c'est la fin du film. Oui, mais c'est la fin du film, mais ça revient sur. T'as raison de me dire chaque fois, bon, il y a des clichés, mais quand même il y a ça. Bon, il y a la fin du film, mais quand même il y a ça. Mais sauf que le problème, c'est que du coup, c'est quand même le film. Enfin, là, tu me dis le contenu du film. Mais je pense que tu l'abordes trop. Après, c'est vrai que peut-être que t'es parti avec un a priori, mais pas du tout. Je pensais pas du tout. Attends, franchement, si je m'attendais vraiment à ça, mais te rends compte. Je veux dire, parce que tu me parlais d'un premier personnage qui arrive assez tôt. Enfin, l'événement arrive assez tôt et directement t'avais cet a priori là. Quoi? On peut pas parler de la scène. Oui. Ah non, mais j'avais pas cet a priori là, non? Si, parce que à ce moment-là, tu t'es dit, c'est gênant ce qui se passe. C'est ce que tu viens de dire, ce que t'as dit tout à l'heure. À propos du mec. Ouais. T'as dit que c'était gênant, ça arrivait assez tôt. Non, mais c'est pas dans le sens gênant. Enfin, non, mais je sais pas. Non, mais c'était gênant dans le sens où juste je trouve que c'était pas du tout pour moi casser cliché. Pour moi, enfin, j'ai vraiment l'impression qu'elle a voulu. Mais t'as eu cet a priori là à partir de ce moment-là et du coup ça t'a suivi tout le film. Ah non, depuis le début. Avant même ça. Du coup tu l'as eu pendant tout le film. Du coup, mais non, je l'ai même pas eu. À chaque fois. Non, je l'ai vraiment, c'est la mauvaise foi de dire ça. Je l'ai pas eu pendant tout le film. Je veux dire, le film me l'a montré. C'est pas ma faute. Il me montre quelqu'un qui est hyper cliché et on te dit, faut pas être comme ça. Je suis désolée, je l'entends juste comme on me l'a donné. Là, j'ai pas du tout extrapolé ou quoi que ce soit. Guillaume, aide-moi. Moi j'ai vu des clichés, mais oui, je sais bien. J'ai vu des clichés, mais j'ai senti qu'elle les évitait à chaque fois parce que je me suis jamais dit. Mais elle aurait pu les éviter en faisant le film, sans les clichés. Mais c'est ça le problème, c'est qu'elle a besoin de faire un film avec autant de clichés. Je comprends pas. C'est un teen movie.
teen movie cliché. Mais oui, mais le teen movie ne peut pas être con. Mais elle peut révolutionner le genre dans ce cas. Ouais, tu vas faire un teen movie sans cliché? Tu l'as vu? Bien sûr, c'est quoi? Mais non, mais c'est un truc, c'est évident. On critique les teen movies. Voilà, mais dans ce cas, je critique les teen movies jusqu'à qu'il y en ait un qui soit différent. Mais c'est pas ça, c'est que t'as des adolescents qui se construisent avec des images, des il faut pas qu'ils se construisent avec ces clichés. Mais bien sûr, mais c'est ce que dit le film. Même pas dans sa vie, c'est pas possible de voir des clichés autant dans sa. Franchement, si elle a une vie comme ça, franchement, c'est pas possible. Bah déjà, Sacramento est pas aussi pourri que ça à cette époque. Tu parles de Greta Gerwig? Mais oui, elle peut pas avoir eu autant de clichés, c'est pas possible. Mais elle parle pas que d'elle-même. Oui, mais même, elle pas que d'elle-même. Elle a vécu tout ce qui s'est passé. Bah de ce que j'avais lu et tout, c'est à 95% c'est sa vie. Mais non, mais je sais pas après si c'est 95%, mais j'ai pas vérifié les trucs après. Mais c'est pas ça, c'est que je pense pas qu'elle a écrit tout ça pour elle. Enfin, elle a voulu aborder plusieurs. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, même si admettons, ok, elle est contournée, etc. Pour moi, c'est un problème de mettre des clichés en place et de jamais les détruire. Donc déjà, je pars de ce principe. Mais parce que si tu les mets en place et que jamais tu les enlèves, si tu les détruis comme la forme de l'eau là de façon assez grossière, bon, c'est évident. Mais là, c'est plus léger. Moi, je trouve. Alors dans ça, je préfère de façon grossière que pas du tout. Mais moi, je trouve que enfin non, c'est la forme de l'eau. Alors, mais je trouve quand même le film te dit soit dans des valeurs très précises. Non, mais moi je suis d'accord avec toi de toute façon. Alors tu vas pas juste de comprendre comment tu le penses. Tu vas pas prendre au premier degré ce genre de ce film là à chaque fois, enfin à chaque fois qu'elle te montre quelque chose. Tu vas pas te dire à chaque fois ah ben voilà. Enfin elle réfléchit comme ça. T'as fait quoi toi quand tu les as vus les personnages? Non mais c'est une vraie question là. T'as ressenti quoi? Mais moi à chaque fois je me suis dit ils se mettent dans un cliché dès que tu l'as vu tu t'es dit ils se mettent dans un cliché? Mais non mais parce qu'à un moment t'as un retournement de enfin voilà où t'as le cliché d'un personnage qui change tout à fait parce qu'il est lui-même finalement. Mais non, justement, il change pas pour moi, c'est pas ça qui change. Mais non, mais le seul truc qu'elle a voulu détruire, justement, il change pas du tout. C'est il devient lui-même à partir d'un moment. Mais vas-y, spoil parce que. Non, mais il devient lui-même à partir d'un moment. Enfin, voilà, c'est le copain de Lady Bird, voilà, et. Il devient lui-même, voilà, exactement. Mais quoi qu'il arrive, pour moi, c'était. Et donc, finalement, à ce moment-là, du coup, enfin, je sais pas, je me dis, bah. Je sais pas, elle parle des personnes qui sont eux-mêmes et qui du coup se mettent dans des clichés, enfin dans des représentations qui ne sont pas finalement. Mais non, mais pour moi qui ne sont pas, c'est horrible ce que tu dis. De quoi? Ça n'est pas du tout deux choses qui sont incompatibles. Non mais pour certains personnages oui. Lui c'était dur mais c'était pas incompatible. En gros c'est le seul cas où c'était un peu incompatible avec la relation qu'il avait avec elle et la relation. Ah oui mais ça oui mais d'accord. C'est ça, je parle pas. Oui mais c'est pas dans son cliché dans ce cas. Parce que pour moi, lui n'avait pas spécialement de cliché en plus. Donc tu vois, tu m'as sorti le seul personnage qui était peut-être moins. Je dis le mot cliché, mais c'est plus représentation parce qu'il était représenté comme le copain parfait machin, voilà. Et final. Ça reste un copain parfait. Hein. Mais oui, mais pas le sien. Oui. Donc voilà, c'est tout. Oui. Plutôt celui de Timothée Chalamet dans Call Me by Your Name. Non, en tout cas, moi je l'ai ressenti comme ça, mais j'accepte. Tant mieux. Pour moi, c'est juste un film Disney Channel avec des jolies images, mais oui. Et tu cherchais un Teenage Movie. Après, il joue aussi des clichés, mais beaucoup mieux, je trouve. C'est celui d'Alexander Payne, un de ses premiers films, je me rappelle plus comment il s'appelle, que j'adore, avec Reese Witherspoon et Matthew Broderick, l'arriviste, peut-être, je sais plus. Bon, en tout cas, vraiment mais je vais en génial. Chercher, je suis sûr que je vais en trouver qui sont pas des clichés parce que c'est vraiment pas automatique. Je préfère largement celui-là que Lady Bird. Hein. Je te dis pas qu'il y a un. Faut différencier. Non, mais il y a tout le temps des clichés. Mais je veux pas dire que c'est négatif, c'est parce qu'il les évite et il te parle de ces clichés-là, de genre dans un lycée, t'as le cliché. Elle les évite normalement. Quoi? Parce que c'est Greta Gerwig qui fait le film. Et puis même c'est Lady Bird dans ce cas, mais. Finalement, voilà, mais dans le son d'écriture, en tout cas. Juste comme ça, j'ai trouvé que la représentation de Sacramento et tout, ça donnait une petite saveur au film. C'est vrai que finalement, il y avait une nostalgie de Sacramento. T'avais envie d'y retourner, même si tu étais jamais allé. Voilà. Pas que de Sacramento. Et pas de croiser tous ces gens-là, parce que c'est vrai que les gens là-bas sont quand même particulièrement chiants. Et clichés. Et clichés. Très bien. Bon, moi je ne l'ai pas vu de cet œil-là. On va passer à Call Me By Your Name de Luca Guadagnino. Professor Perlman. Oh, thank you so much. So nice. Je suis très confiant. Hein? I can show you around. That'd be great. Thank you. So what do you do around here? Read books, transcribe music, swim at the river, go out at night. Sounds fun. All right, later. Sicuramente è meglio di quello dell'anno scorso. Just watch. This is how we'll say goodbye to us when the time comes. Later.
Meanwhile, we'll have to put up with him for 6 long weeks. Muscles are firm. Not a straight body in these statues. They're all curved. Sometimes impossibly curved, and so nonchalant, hence their ageless ambiguity, as if they're daring you to desire them. Oh, to see without my eyes, the first time that you give. Is there anything you don't know? Boundless by the time I cry. You only knew how little I know about the things that matter. Build your walls around. What things that matter? White noise, what an awful sound. You know what things. Are you saying what I think you're saying? Feel my feet above the ground. You shouldn't have said anything. Just pretend you never did. Nature has cunning ways of finding our weakest spot. Blessed be the mystery of love. Call me by your name and I'll call you by mine. Le débat se poursuivait sur les divers. De Luca Guadagnino. Été 1983, Elio Perlman, 17 ans, passe ses vacances dans la villa que possède sa famille en Italie, à jouer de la musique classique, à lire et à flirter avec son ami Marzia. Son père, éminent professeur spécialiste de culture gréco-romaine, et sa mère traductrice lui ont donné une excellente éducation. Sa sophistication et ses talents intellectuels font d'Elio un jeune homme mûr pour son âge, mais il conserve aussi une certaine innocence, en particulier pour ce qui touche à l'amour. Un jour, Oliver, un séduisant américain qui prépare son doctorat, vient travailler auprès du père d'Elio. Elio et Oliver vont bientôt découvrir l'éveil du désir, donc avec Amy Hammer et Timothée Chalamet dans les rôles principaux. Qui souhaite... Vas-y. Tu t'as parlé de sophistication là dans ton résumé. J'ai trouvé le film beaucoup trop sophistiqué à certains moments, beaucoup trop tu le disais aussi Gaël, intellectuel. Je pense notamment au plan séquence dans la ville qui fait partie pourtant des grandes scènes du film, parce qu'il y a beaucoup de scènes marquantes quand même, et j'ai trouvé ça très handicapant. Après c'est peut-être parce que je suis trop con, hein. Ça c'est aussi non mais nous aussi tu connais pas la prononciation du mot abricot en Grèce et en Turquie. Mais tu vois, même de là où ça se voulait un petit peu didactique, et pourtant tu t'étais vite perdu. Mais bon, je comprends pourquoi Titon a aimé ce film d'ailleurs, au passage je l'embrasse. C'est dommage parce que c'est un film que j'aimerais encore plus aimer, tu vois. Au début j'étais bien dedans, j'étais super bien, l'été, l'Italie, la maison, les personnages, Michael Stuhlbarg, je trouve vraiment exceptionnel, cet acteur, je le redis une deuxième fois du coup pour ce soir. Amira Kazar aussi qui était vraiment super bien dans le rôle de la mère. Finalement c'est Armie Hammer en fait, celui qui est un petit peu moins bien dans le film. Et mon problème c'est que ça se perd à peu près à la moitié du film. Je me suis lassé, j'ai trouvé ça trop long, trop chiant. Et puis je pense que c'est ce côté intellectuel qui m'a peut-être un peu freiné. Bon, j'ai trouvé les chansons quand même de Sufjan Stevens que déjà j'adore, qui était un peu très planante. Ça me faisait beaucoup penser finalement au travail de Elliott Smith, non, dans les films de Gus Van Sant. De toute façon, déjà de base, Sufjan Stevens, ça fait un peu ce style-là. C'est vrai. Mais ouais. Dommage, grosse déception, hein. Après j'ai bien aimé l'esthétique un peu 80 et tout, je trouvais qu'elle la rendait bien, hein. On dirait vraiment Armie Hammer quand je le vois arriver, on dirait vraiment que c'est un film qui est de cette époque là, le look, le style, mais aussi même sur l'image et tout, le traitement était pas mal, mais sinon peut-être ça m'a pas assez touché. Grosse déception. Marie, sur Call Me By Your Name. Je suis tout à fait de l'avis de Simon. J'ai beaucoup plus préféré l'ambiance visuelle du film que l'histoire en elle-même, que j'ai trouvée extrêmement longue. Il y a beaucoup de scènes qui méritaient d'être supprimées du montage final, notamment cette histoire d'étymologie. Voilà, bref.
L'ambiance, du coup, oui, toute cette esthétique, l'Italie du Nord, des années 80, l'été, le soleil, les vacances, ça rend nostalgique, ça donne envie de voyager, mais ne serait-ce que, en plus, ils mettent pas Italie du Nord, ils mettent quelque part dans le nord d'Italie. Dans le nord de l'Italie. Tu vois, juste ça donne un petit charme déjà. Voilà, c'est ça. Mais finalement, c'est ce qu'on retient le plus du film. Quelque part au nord de l'Italie, oui, c'est ce qu'on retient le plus. Cet encart au tout début, magnifique. Non, mais les acteurs sont très bons. T'as cité Amira Kassar, moi c'est les personnages que j'ai préférés. J'ai beaucoup aimé le personnage de la mère. Timothée Chalamet, Armie Hammer qui sont extrêmement bons aussi. L'histoire en soi, c'était une bonne histoire, mais beaucoup trop étirée en longueur. Moi, mais d'ailleurs, je trouve qu'il y avait une demi-heure en trop de films. Il a dit qu'il allait faire une suite, sûrement. Mais il va y avoir 2 épisodes supplémentaires. Ça va être une trilogie. On est content. Et c'était même déjà la fin d'une trilogie pour Luca Guadagnino. J'ai vu ça aussi. Mais bon, voilà. Non mais voilà. Super. Gaël. Sur Call Me By Your Name. Donc tu devrais dire Raphaël. Je suis assez d'accord, puisque finalement on me pique mes idées. Les 2 choses que vous avez dit là, c'est moi qui les ai déjà premiers, mais c'est pas grave. Tu inspires tout le monde. Alors bon, c'est pas grave, je vais répéter. Tu sais quoi, la prochaine fois à la sortie du film, on balance toutes nos idées direct comme ça et voilà. Non, au contraire. Un petit peu comme dans la scène de la masturbation. Non, pardon. Oh my god. Donc un film qui donne envie de se baigner, de se dorer au soleil, d'être dans la nature, de jouer de la musique, de lire, de manger, de ne rien faire et d'aimer. Les personnages sont... Et de boire des abricots, franchement, je sais pas moins sur l'abricot quand même. Non mais c'est une pêche de toute façon, donc oui mais bon, finalement les fruits à ce moment-là je sais pas je sais pas, t'aimes bien. Moi je toi oui si tu veux envie d'abricot. Non mais abricot, oui, non c'est vrai, c'est très bon l'abricot. Les personnages sont très bien écrits, puisqu'on a vraiment, même si on les voit que un bout finalement de leur vie, on a l'impression vraiment qu'ils ont un passé, qu'ils vont avoir un futur, etc. On n'a pas l'impression que ça va s'arrêter après le film, que ça a commencé à ce moment-là. Le mélange des langues était très agréable à entendre, je trouvais. C'était super enrichissant comme ça d'avoir plusieurs langues à plusieurs moments. Selon, en plus, parfois ça voulait dire des choses s'ils parlaient anglais, les jeunes entre eux, alors qu'ils avaient parlé anglais avant. Enfin, il y avait tout un processus comme ça des langues. Au début, je trouvais que c'était pas si long, justement, par rapport à... Pourtant, il se passait rien de spécial, mais c'était pas si long. Mais effectivement, je suis d'accord avec Mike, forcément, puisque je l'ai dit avant, qu'il y avait une petite demi-heure de trop, quand même, on peut se le dire. Mais les comédiens et les comédiennes étaient très doués. Et je trouve que le désir était aussi super bien montré, notamment avec la petite pêche, mais aussi avec les statues et avec la cascade à un moment, etc. C'était très, très bien montré, je trouve. J'ai été déçue forcément par le côté intellectualisé du film face à l'amour, parce que du coup leur relation était très simple, je trouve, et c'était dommage d'essayer d'en faire des choses intellectuelles. Après c'est bourgeoises, donc mais voilà, ouais, ça, non, mais truc. Du coup, mais voilà, la scène de la cascade, elle est à la base super belle, la cascade de la fontaine, mais du coup on comprend parce que il faut comprendre à un moment donné que leur relation commence. Mais moi j'ai surtout compris qu'il fallait que je dorme un petit peu. Mais sinon, il n'y a pas de... Cette phrase est incompréhensible. C'est pas possible. Moi, j'ai cru que j'avais manqué 2 minutes de film. Je me suis retournée à Gaël, je me suis dit, attends. Moi, je trouve que c'est vraiment horrible, parce que je culpabilise, je me dis, merde, on comprend rien. Enfin, c'est bizarre. Je comprenais mieux Armie Hammer dans Lone Ranger. Oui, très sûrement. Mais tout est sous-jacent, etc. Mais c'est très bourgeois, c'est très... Ça met de la distance, quoi. En plus, ils mettent l'Italie... Bon, après, le réal italien, mais... L'Italie pour les États-Unis, c'est souvent un truc un peu intello, machin. Ah bah ouais, monsieur, là. talentueux Mr. Ripley, là. Non plus quand la mère parle allemand, on est bien. Mais de toute façon, il y a tout ce mélange des langues aussi. Mais ça, j'ai dit que c'était hyper bien. Donc, ouais. Mais du coup, ça participe aussi à ce côté intellectuel. On passe d'une langue à l'autre. Mais encore, justement, ça aurait pu être très naturel, ça aurait pu être quelque chose de plutôt convivial. Et là, c'est à cause de trop de choses. C'est surtout au niveau de l'amour, en fait. Ça m'a pas dérangé que ce soit dans un milieu très élitiste comme ça, si l'amour n'avait pas eu si ça n'avait pas eu d'empreinte sur l'amour, parce que du coup à ce moment-là on n'a pas besoin de ça vraiment. Leur histoire est très, très bien comme elle est. Pourquoi mettre des mots difficiles pour l'expliquer, ou pourquoi, enfin voilà.
Après, bon, c'est quand même super cool que ça parle de l'homosexualité en plus à cette époque, etc. Et l'époque est, comme tu disais, très bien représentée. Donc, le deuxième épisode devrait être sur l'ère du sida, en fait, finalement. L'ère du sida. Yes. Mais surtout qu'il aborde sans ça, du coup, sans menace. Enfin, parce que souvent, c'est abordé dans les films, genre, cette sexualité-là, c'est menaçant, genre une maladie, machin. Là, c'est pas trop le cas. Mais même l'ouverture des parents, etc., c'était super intéressant à voir. Mais bon. Après, moi, j'ai pas aimé la scène de discussion contrairement à Titouan avec le père. Moi, j'adore le monologue final. Au plus profond de mon être. Mais bon. Ah ouais, moi j'ai. Il jouait très bien, mais ça m'a. Je pensais le film finalement assez joyeux, même malgré les difficultés. Ah oui. Et d'un coup, ça m'a. Après, c'est le propos de ce qu'il dit, mais dans le film, du coup, ça fait. Ça sort un peu. Je trouve ça même bizarre en fait, parce que du coup, dans le propos, on a dit que la famille était équilibrée aussi par le même amour. Enfin, je sais pas, il y avait un côté, moi, que je peut-être rêveur de cet amour-là. Et finalement, tu te dis, ah ben non, d'accord. Mais bon. Les passages aussi, moi j'ai trouvé, tu sais, entre le français et l'anglais, souvent, l'italien, je trouve ça moyen. Le jeu. Et là, j'ai trouvé que c'était assez naturel et tout, que ça marchait bien. Moi, je crois que t'étais pas trop d'accord, Gaël. Mais juste une fois, Timothée, je crois qu'il joue. J'appelle Timothée. Je trouve qu'il joue un tout petit peu moins bien en français, mais. Ouais, mais par contre, il joue encore un intello, hein, franchement. Florent, en français, ça joue moins bien. En français, tout de suite, tu vois la différence. Il y a une grosse. La scène où sa mère est à la fenêtre, français, quand même. La scène où sa mère est à la fenêtre, mais c'est hallucinant comme il joue mal. Je même pas. En plus, on comprend rien. En plus, il. Non, mais je trouve qu'il parle bien français quand même. Mais il articule pas du tout. Ah non, ils articulaient pas du tout. Non, je comprenais pas ce qu'il disait. Je comprenais pas ce qu'il disait, moi. On n'a pas vu le même. Mais c'est bizarre parce que je l'ai vu en VF. Non, nous on l'a vu. Non, c'est bizarre parce que je l'ai vu après le quotidien et il parlait très bien. Enfin, il parlait. Dans le film, c'est vrai que mais dans le film, on aurait dit peut-être qu'il avait appris pour ça. Bon, son français était aussi confus que le film, quoi. Donc c'était pas très. Non, c'est au fur et à mesure. J'ai comme vous, c'était au fur et à mesure. C'est allé en décrescendo, quoi. C'était un peu pour employer des termes savants. Par contre, Armie Hammer, moi j'ai un peu de mal. J'arrive pas à le voir dans un personnage. Enfin, j'ai l'impression qu'il joue Armie Hammer en fait. Dans deux personnages. Ouais, soit je pense à The Social Network et je peux pas le dissocier. Soit je vois dans le rôle de Armie Hammer et que c'est lui quoi. Je vois pas de personnage, je vois l'acteur. Donc c'est ça qui. Déjà dans Nocturnal Animals, il m'avait un peu énervé, mais c'était à cause de cette différence d'âge avec Amy Adams. J'aurais aimé voir Ryan Gosling dans son rôle là, dans Call Me by Your Name. Je sais pas pourquoi. Je trouve que non mais je sais pas. Attends, La Pêche, Ryan Gosling. Ça n'a aucun sens, mais. Moi j'aurais bien voulu voir Donald Glover. Il s'exprime. Danny Glover, pardon. Non, mais je sais pas, je trouvais que c'était. Moi, Donald Glover, ça m'allait. Non, Danny Glover. Enfin bref. Ça n'a rien. Moi je trouvais ça assez platonique, c'est vrai. Le désir machin dans le film, je trouve que c'est assez plat. Les deux, mais après, quand c'était pas les deux, en fait, peut-être c'est dommage du coup. Quand c'était pas les deux, je trouve qu'il était mieux représenté le désir. Quand c'était que d'un côté quand il était seul du coup avec sa pêche ou quand c'était des images assez subliminales de cascades qui c'est le truc de l'absence et tout machin mais tu disais qu'il y avait une demi-heure de trop pardon. Marie l'a dit avant moi oui vous avez dit toutes les oui non mais oui parce que c'est vrai et s'il avait duré 1h45 je pense que le film serait vraiment mieux. On a l'impression qu'il va s'arrêter et en fait il s'arrête pas. C'est fatigant et là on se dit c'est pas possible. À la fois on sent qu'ils veulent développer leur histoire d'amour mais à la fois d'un autre côté ça gâche un peu, enfin c'est bizarre. Oui. C'est pas... Ça aurait pu s'arrêter largement. Ouais. Mais finalement, moi j'ai préféré, les 30 minutes de fin, je les ai beaucoup aimés. Et le générique comme ça, c'était. Ouais, c'était pas mal. C'était pas mal quand même. J'aime bien ce genre de. Bon après, ça finissait comme Le ciel attendra, Respire, tous les films français comme ça. C'est un regard caméra. Ouais. C'était pas un vrai regard caméra. Hein. Je crois que c'était pas un vrai. Non, je crois que c'était juste pour regarder en face. Un beau soleil à l'intérieur aussi, fini. Un beau soleil à l'intérieur. Voilà, que des chefs-d'œuvre. Comment Ciné Campus. Oui, je ne sais pas. Il faut attendre 2 minutes apparemment. Qu'est-ce qu'on peut faire pour combler là Paul va au cinéma. Ouais, effectivement, parfait. Hein nickel. Voilà. Heureusement qu'ils sont là. On peut plus critiquer les Birds si vous voulez. Quoi Non, rien. Ça ira. C'est pas grave, tu as le droit. Non, mais on devait en parler mercredi dernier, j'imagine. Et il y a Paul va au cinéma en ce moment qui se déroule à l'université Paul Valéry. C'est vrai qu'on a une lauréate présente, d'un petit prix. Petit prix, sympatoche. Après il reste ce soir et 2 jours. Hein. Oui, d'ailleurs, vendredi, mais vas-y, parle-en du coup. Vendredi, t'as en cours. Non déjà, je pense que dans 6 minutes, vous devriez plus aller voir l'Ascension. Parce que moi, j'aurais bien aimé aller le voir s'il n'y avait pas Cinémascope. Bon, le quiz, finalement, c'est peut-être mieux, non? Ça dépend, le quiz, l'Ascension, voilà. Mais, surtout qu'on n'était pas en retard cette semaine pour le faire, alors. Ouais.
Très bien. Mais en tout cas, allez à Paul va au cinéma, même si on a un peu de retard finalement. Il y a des belles surprises. En plus, demain, journée féministe, donc je suis pour cette journée et je vais y aller et ça a l'air très intéressant le programme. Voilà. Bon, même si c'est un film de Nina Fort. Dédicace à toi. On passe tout de suite donc à Ciné Campus. Merci Lisa et Margot, c'est ça donc d'être avec nous pour parler donc de La Belle Verte de Colin Serrault qui va être diffusé comme d'habitude donc à l'Utopia lundi 12 à 20h30. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors on commence par la sélection du film. Pourquoi La Belle Verte de Colin Serrault? Un choix collectif, oui c'est ça on peut le dire, une proposition dans le cadre du cours de Ciné Campus de notre cher ami Cerise Géraud, et du coup on l'a rejoint, on l'a poursuivi dans cette envie de représenter La Belle Verte. Puis je pense que c'est un film qu'on a tout vu jeune en fait et qu'on n'oublie pas. Donc, Mais c'est un film de 96 donc oui, exactement. Qui a 22 ans cette année, donc c'est un film qui est assez oublié je trouve, parce qu'il y a Vincent Lindon, Marion Cotillard dedans quand même, qui ont peut-être enfin Marion Cotillard a un petit rôle, mais des têtes d'affiche quand même. Mais c'est un film assez important et c'est un film français de genre un peu. Oui, qui sortait beaucoup du climat cinématographique de l'époque, mais on l'explique un peu. À l'époque, quand il est sorti, il a été très critiqué, encensé par la critique justement, parce qu'il n'était pas reconnu comme un film intelligent, utile, pertinent. Et maintenant, il ressort et il a plus de déco avec votre nouvelle génération. C'était un peu visionnaire en fait, je pense. Dans ce que ça disait, c'est des choses comme elle parle à un moment de la consommation de viande et tout, c'est vraiment des choses dont on parle maintenant, qu'on ne parlait pas en 96. Oui, enfin moi qui suis issue de cette génération, quand je l'ai vu quand il est sorti à sa sortie, j'étais devant un film sympathique, mais bon, moi j'avais besoin plus d'être dans des films américains SF qui me parlent de de ce qui pourrait nous attendre si on continuait à développer l'intelligence artificielle. Donc on a été un peu dans cette démarche de dire à Colin Serrault, attends, là tu nous parles de trucs, c'est pas ça qui est en train de se passer, c'est pas ça qui va se passer, donc tu parles d'autre chose. Et maintenant ça fait beaucoup plus sens, du coup beaucoup plus de gens. Toi tu dis que tu l'avais apprécié également. Oui, c'est un film fantastique, mais assez minimaliste finalement, parce que t'as Colin Serrault qui vient d'une planète, on va dire, pour un peu raconter l'histoire, et qui arrive sur Terre, mais aussi ce propos est totalement écolo et totalement même contre l'économie, contre le capitalisme, tout ça, et qui était assez fort. Et dans le film, tous les personnages un peu se transmettent cette pensée-là pour aller vers une population qui est réveillée et qui pense peut-être à réfléchir avant tout. Du coup, il y aura une séance donc le lundi avec un débat, j'imagine, politisé. En fait, on a le débat à la suite de la projection le 12 mars à l'Utopia à 20h30, et on fait venir des intervenantes qui sont issues de l'association iBoycott. D'accord, très bien. Voilà. Et c'est pour débattre sur le côté du coup du film plus écolo et plus en fait déjà ça part contre l'économie surtout aussi. C'est pas en fait on n'est plus dans une démarche de contre où vous voyez, on peut se mettre à la place de par exemple si vous prenez Monsanto, vous pouvez facilement vous mettre à leur place dans une autre vie, dans une autre éducation, avec d'autres objectifs sur votre avenir, votre devenir, peu importe. Vous pourriez être ce président qui se bloque au niveau de l'empathie. C'est pas être contre, c'est être plutôt avec, ensemble. Et ça, c'est le message du film. Et aussi, après, iBoycott passe aussi par une rébellion, une action un peu sévère, mais aussi on est un peu... ce qui se passe aussi sur le campus, c'est un peu dans ces réactions, quand on est un peu obligé de répondre avec un peu plus de fermeté. Il faut savoir parfois se positionner de façon un peu plus incline. Et du coup, par rapport à la projection, c'est une association en fait qui est parrainée par Colin Serrault. Voilà. Mais d'ailleurs, Colin Serrault, elle devait venir, c'est ça? C'est ça. Elle avait beaucoup de choses à faire, je pense, plus importantes. Elle a plein de projets, donc... Pas forcément plus importantes, mais... non là, c'est surtout des documentaires. Du coup, j'en avais... je sais plus, de tête, t'en as, toi, de documentaires? Parce que dans sa carrière... Elle en a fait un sur le développement durable, là, récemment, mais j'ai pas le nom en tête, mais...
dans sa carrière, La Belle Verte, c'est quand même un de... Je sais pas, ça se place dans ses premiers films ou dans ses premiers. Dans ses premiers, ouais. Un des plus connus de mon époque, c'est 3 hommes et un couffin. Le classique. Ouais, voilà, c'est un classique. Et il y a Solution Globale, c'est ça. Voilà, documentaire. Et La Crise aussi, très très bon film. La Crise. Mon père adore. Voilà. Non mais parce qu'en plus, mon père la connaissait. Oui, c'est vrai. C'était la trésorière, tu vois, donc de Pierre Etex et Annie Fratelli à l'école de cirque. C'est vrai, pas surprenant donc qu'elle fasse des documentaires vu qu'elle est impliquée politiquement. Mais c'est vrai que on avait parlé d'Okja qui était un film qui parlait de Monsanto tout ça et qui était d'un plus cochon qui pète. Exactement, un cochon qui pète. Qui était plus à échelle internationale. Mais là, ce qui est, moi je vous recommande vraiment d'aller voir La Belle Verte parce que j'adore ce film. Ce qui est vraiment bien, c'est que c'est en France, avec des personnes qui sont pas forcément dans un haut poste ou quoi, et qui ont cette volonté comme ça de dire ce qu'ils pensent. Oui, et puis c'est un cinéma on en parle souvent dans l'émission, c'est une réalisatrice française qui écrit, qui fait ses scénarios. Donc elle est vraiment au cœur du processus. Comme elle parle de ses films, ce sont ses bébés. Donc ça me parle énormément. Et dans ce qui revient souvent, c'est que c'est quelqu'un qui est proche de son cinéma et qui n'est pas là pour qui est là pour proposer, voilà, et d'offrir des cadeaux comme ça, et dans une industrie qui est quand même fortement dirigée vers le rendement au-delà du fond. Donc là, c'est plutôt appréciable d'avoir des moments comme ça. Ouais, je pense que effectivement, comme tu dis, c'est dans ces films le message est plus important que tout le reste. Enfin, en tout cas, dans La Belle Verte, je trouve que ce qui transparaît beaucoup, c'est le côté vachement humain en fait un peu bricolé aussi. Ouais. Un peu, d'où la poésie, mais après c'est vrai qu'à l'époque ça a été plus pris comme elle est un peu neuneux celle-là avec tout Peace and Love, c'est pas du grand cinéma, et puis maintenant en fait elle parle de choses qu'on voit dans nos réalités, donc ça a plus d'impact. Et là, du coup, on lui reproche moins de ne pas avoir des films très léchés au niveau de la mise en scène, très adultes au niveau de comme tu disais, science-fiction. Donc, et c'est aussi un film très drôle aussi. Enfin, il y a quelques scènes quand même qui elles sont tordantes, qui sont énormément drôles. Et merci Margot, donc merci Elisa, à vous d'être venue pour parler donc de cette séance qui aura lieu lundi 12 mars à l'Utopia. Oui. Donc à 20h30 comme d'habitude. Est-ce que vous restez pour le quiz? Oui. Très bien. Yes. On passe au quiz. Quel est ce savant, messieurs? Oui, savant de Marseille. Est-ce que Stevely est-il prêt? Je vais répéter la question. Oui, non. Oui. Oui, venez, je ne sais pas. Quel est le prénom de Gnu? Le quiz de Cinémascope. C'est sur le cinéma. Bah oui, le quiz est sur le cinéma. Hein. Effectivement. Surprenant. Je vais avoir mon propre jeu. Bien sûr. Je vais me ridiculiser aucune. Ah non. Non, mais de toute façon, vous inquiétez pas, Ciné Campus se ridiculise toutes les semaines dès qu'ils viennent. Donc, oh là là. Ça va. Alors, les équipes de ce soir, Guillaume, Gaël, Nina, Florent, Raphaël, Morgane. Il nous manque un membre. Et oui, je sais, vous ferez 100 pour l'instant. D'accord, je suis pas Et l'équipe Ciné Campus après, donc Margot, Lisa et Cerise. Ok. La troisième équipe. Prenez vos casques. Les casques si vous pouvez, voilà, parce que pour ce quiz de l'eau, on ouvre. Est-ce que Guillaume compte revenir parce qu'elles sont un peu en déficit Mais comme on est très intelligents, c'est vrai. Elles ont 2 fois plus de mérite. Voilà. Après là-bas ils ont Florent, mais bon. On commence tout de suite par une musique de film. Dans quel film entend-on cette chanson? Guillaume, viens ici. Dans Call Me By Your Name. Call Me By Your Name. Pendant la scène du match de volleyball où l'on entend le Paris Latino de Bandolero. Bon là c'était une musique, c'était une chanson d'actu quand même. D'actu. Elle est sortie il y a longtemps mais... Remise au Lisa, genre. Elle est sortie à ton époque non cette chanson? Oui. Au moins. Hein. Question. Parmi ces acteurs français, alors vous allez avoir tous le temps de donner une réponse bien sûr. Parmi ces acteurs français, lequel a passé le casting du 8e épisode de Star Wars, Les Derniers Jedi? Et les propositions. Alors, maintenant. Romain Duris, Tara Haim, Reda Kateb, Laurent Deutsch, Pierre Ninet, Vincent Lacoste.
Parmi ces acteurs français, lequel a passé le casting du 8e épisode de Star Wars? Chaque équipe va pouvoir me donner une réponse, donc je les redis. Romain Duris, Tahar Rahim, Reda Kateb, Laurent Deutsch, Pierre Ninet, Vincent Lacoste. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciné Campus, vous avez déjà une idée? C'est Pierre Ninet, je crois. Pierre Ninet, d'accord, du côté de Ciné Campus. Gaël, Guillaume et Nina, vous êtes sur quoi? Reda Kateb. Voilà. Reda Kateb, le gars d'Ivry. Ouais, Reda Kateb. Vous, Reda Kateb, bah, vous avez tous faux. C'est Tahar Rahim, l'acteur de Paul Valéry. Écoutez, on avait l'acteur de Paul Valéry, il avait déjà passé. Super Guillaume. Il faut savoir qu'il avait déjà passé le casting du Réveil de la Force et il a révélé que pour lui, jouer un Jedi serait un rêve. Voilà. En or ou en bois, retrouvez les vraies infos parmi les propositions énoncées. Première proposition qui va être très longue. Je vous laisse écouter. C'est vrai ou faux hein? Vrai ou faux? En 1997, alors qu'Harvey Weinstein était surnommé Harvey Scissorhands en raison de nombreuses coupes qu'il imposait aux films qu'il produisait, le producteur déchu se serait attiré les foudres du fondateur de Ghibli, Hayao Miyazaki. Alors que Weinstein, qui s'occupait de la promotion de Princesse Mononoke aux USA, avait exigé des coupes dans le film, le réa japonais aurait envoyé un sabre de samouraï à Harvey accompagné d'un message « No cuts ». Vrai ou faux? Vrai ou faux? Alors, Lisa, tu veux déjà donner la réponse avec vos propositions. Non, il l'a vraiment fait. Je suis presque sûr. Oui, c'est vrai. Vrai? On dit vrai, ouais. Et vous? On n'a pas de réponse chez Gaël. Il y a peut-être un détail qui est genre pas vrai. Il n'y a pas écrit no cut ou un truc comme ça. Alors, no cut, mais sans S. C'était une dague. Vrai ou faux? Faux. Eh bien, c'était faux. C'est en réalité le producteur de Miyazaki, Toshio Suzuki, qui aurait eu l'idée du sabre. Et l'aurait mis avec C'était sûr qu'il y avait un petit truc comme ça. Mais Hayao Miyazaki s'est réjoui du succès du film à l'époque et avait déclaré avoir battu Weinstein. Ça fait 2 pour l'équipe de Guillaume, Gaël et Nina, 0 pour Florent, Raphaël, Morgane, 0 pour Margot, Cerise et Lisa qui représentent Ciné Campus ce soir. Oui, mais est-ce qu'on pourrait avoir Wed avec nous? Ou le faire passer un peu dans ça, ce qu'il nous avait perdre, on allait dire Tahar Rahim et il nous a dit Reda Kateb. Alors tu vois, il est pas si. Allez. Oui, bah regardez-le. Deuxième proposition. Joss Whedon abandonne Batgirl pour cause de différends artistiques avec la Warner. Vrai ou faux? Déjà, je savais pas qu'il avait pris le truc comment là. Attends, t'étais faux tout à l'heure. Joss Whedon abandonne Batgirl pour cause de différends artistiques avec la Warner. Vrai ou faux? Vrai, c'est une maison, c'est un studio, vrai. Vrai. Vrai ou faux? Tu dirais quoi, Morgane? Je sais pas du tout. Pas vrai. 3 vrais. 3 vrais? Eh bien c'est faux. Il a en réalité déclaré qu'il n'avait tout simplement pas d'histoire à raconter. C'est n'importe quoi. Merci Joss. Juste parce qu'il n'y avait pas d'histoire. Alors, je sais, pour les prochaines on va dire oui et non. Au lieu de dire vrai ou faux, on dira oui et non. Ça ne changera pas au fait que tu n'aurais pas de point. Will Ferrell, vrai ou faux? Will Ferrell était le premier choix de David Simon pour interpréter le flic McNulty dans The Wire, rôle finalement obtenu par Dominic West. Vrai ou faux? Vrai. 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 Bah faux. Faux. Et c'est faux, effectivement c'est John C. Reilly, le pendant dramatique de Will Ferrell, qui était en revanche le premier choix du créateur de la série. Ça fait 1 point pour Florent, Raphaël, Morgane. Tu nous poses des questions de base. Vrai ou faux? Pour Christopher Nolan, Black Panther sera nommé à l'Oscar du meilleur film l'an prochain. Ah vrai? Christopher Nolan. Il me semble qu'il a validé, mais je sais pas s'il l'a dit qu'il serait Oscar. Enfin, qu'il serait nommé. À un moment, Dès qu'il serait nommé, c'est évident. C'est évident, un meilleur costume. Enfin, c'est pas. Oui, meilleur film. Oui, non, mais voilà. Mais du coup, c'est pour ça que tu me dis. Qu'il serait nommé. Vrai ou faux? Christopher Nolan a dit qu'il serait nommé à l'Oscar du meilleur film. Vrai pour l'équipe donc Ciné Campus. C'est qu'il a validé. Ah oui. Mais je sais pas Ils sont rapides au moins mais là, il réfléchit à nos stratégies à nous, en fait, pas à la réponse, mais à nos stratégies. Oui. Ils disent oui, ils sont fourbes, tout ça. Oui, non, mais ils sont fourbes dans les 2-3. Ils sont toujours on a toujours, on a toujours un coup d'avance. Vrai, je m'en fous. Vrai, d'accord, ça fait 2 vrais. Est-ce qu'il y a un troisième vrai ou vous êtes plutôt sur du faux? Attends, on voit par rapport à la majorité. Tout le monde a dit vrai pour l'instant. Donc faux, moi j'ai dit. Faux. Je vous préviens si c'est. Eh bien c'est vrai. Ah il l'a annoncé.
Et ça serait en tout cas la première fois qu'un film de super-héros qui serait nommé pour l'Oscar du meilleur film. T'en sais plus, Simon, toi qui es de l'académie? T'en sais plus finalement? Pour l'instant, c'est pas dans les papiers, on est en train de gérer ça. Non, par contre, Disney a en effet dit qu'ils vont pousser 2 films pour les Oscars. Il y aura Black Panther du coup et le retour de Mary Poppins avec Emily Blunt. Le retour de... Ils vont faire Mary Poppins. Il y a déjà une bande-annonce. C'est vrai? Pas vu du tout. Elle est sortie avec Emily Blunt. Et si Disney plus un film, ça veut dire qu'il va gagner. Voilà. Non, c'est pas Emily Blunt. Coco, il pouvait gagner 2 prix, il les a eu. Pourquoi qui sort pas Black Panther? Ouais, ça vaut mieux que ça sorte en septembre. Ouais, mais Get Out, il est sorti très tôt dans l'année. C'était un film. Ouais, mais les films qui sont à Sundance ou dans les gros festivals, généralement ça passe. Ouais, mais bon, là ça va être bon. On sait pas, on verra. Hein. Après, on a bien eu une année Vin Diesel qui disait ouais, c'est sûr, Fast and Furious 6 il allait être aux Oscars. Oui, bon. C'est vrai. C'était James Wan, non? Qui réalise. C'est pour ça. C'était James Wan qui réalisait. Ouais, le 7, pardon, ouais, James Wan, ouais, c'est celui-là. Allez, vrai ou faux? La dernière, Finnegan Oldfield s'est publiquement excusé après s'être énervé à l'annonce du gagnant du César de meilleur espoir masculin, vrai, son concurrent Nahuel Pérez Biscayar. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Et qui s'est publiquement excusé. Publiquement, je sais pas. C'est vrai qu'on l'avait vu la Faux. Faux. Lisa, elle enfant. Cerise Margot, vous avez le droit de lui dire si elle doit se calmer. Hein. Mais oui, voilà, peut-être qu'ils ont vu un truc là vite fait. Faux du coup pour Ciné Campus? Ah, je sais pas, moi je suis persuadée. C'est pas une excuse du coup. Cerise Margot, faux? On peut revenir sur notre truc ou pas? Si, attends, vous, parce que c'est quoi? C'est peut-être dit. Les figues. Je sais pas si ni les raisins, non, ça n'existe pas le vrai. C'est une référence à Friends. Alors, vrai ou faux? Bon, bah vrai ou faux? Pas tant que ça. C'est tout ce que je veux, moi. Donc, faux, non. Alors, faux, 2 faux. 3 faux. 3 faux, et bien effectivement c'est faux. Il s'est en réalité expliqué sur cette réaction et annoncé qu'il n'était pas un mauvais perdant. En effet, l'acteur a en réalité voulu parodier une scène de la série Friends. Bravo Guillaume. Je pense que quand même c'est donc pas il est un grand fan. Florent l'a dit aussi. C'est une scène où Joey s'énerve quand il n'a pas eu son prix. Voilà. Et il a dit qu'il avait parodié. Après bon, c'est vrai, c'est faux. C'est une mauvaise excuse parfaite quand même. Oui, c'est pas excusé de toute façon. Alors qui a dit? Qui a dit? J'ai dû faire face au fait d'être jeune et d'avoir des dirigeants ou des personnes haut placées qui mettent leurs mains sur mes jambes sans pouvoir dire s'il vous plaît ne faites pas ça. Non, j'ai sûrement été abusée. Francis McDormand? Non plus. Uma Thurman? Non. Plus. Nathalie Portman? Non. Attends, mais c'est la fin de la phrase. Oui. Ah ouais. On peut reprendre dès le début parce que j'ai écouté. J'ai dû faire face au fait d'être jeune et d'avoir des dirigeants ou des personnes haut placées qui mettent leurs mains sur mes jambes sans pouvoir dire s'il vous plaît, non, ne faites pas ça. J'ai sûrement été abusée. Greta Garwin a dit. C'est une actrice dont son film va bientôt sortir. Elle a aussi raconté qu'elle a été jugée par des productrices sur son physique et que ça avait été choquant psychologiquement et déshumanisant d'une certaine façon. Ah, et ça direct on voit de qui on parle là. Elle a été jugée par son physique. Ouais, on lui a refusé beaucoup de rôles parce qu'elle n'avait pas le physique adéquat. Non. Jennifer Lawrence, absolument. Qui s'est exprimée à son tour à la sortie de Red Sparrow. Elle a été interviewée sur ça, sur les violences faites aux femmes, et elle s'est exprimée sur le sujet. Avant le qui suis-je, on fait un petit point sur les scores. 4 points pour l'équipe de Guillaume, Gaël et Nina. 3 points pour Florent, Raphaël et Morgane. Et 2 points pour Ciné Campus. D'ailleurs, on n'a pas dit les chefs d'équipe. Guillaume et Florent. Et à Ciné Campus, comme vous êtes invités, vous êtes tous chefs d'équipe. Vous allez voir, ça va être important pour la fin. Voilà. Qui suis-je? Je ne suis pas né à Sacramento à l'inverse de Jessica Chastain, Greta Garwin et Lady Bird. J'ai fait mes débuts dans la photographie, oubliant peu à peu ma passion de jeunesse, le jazz. Autodidacte, je me lance à 22 ans dans le cinéma, m'imposant de longues séances cinématographiques allant du meilleur film au pire navet. Mes 2 premiers films sont de mauvais documentaires dans lesquels j'ai tout fait moi-même. J'ai divisé tout au long de ma carrière, qualifié de génie par certains, de tâcheron par d'autres. Perfectionniste, je n'ai réalisé que 13 films en 50 ans de carrière. J'ai rendu fou à l'écran Jack Nicholson, Shelley Duvall, Malcolm McDowell ou encore Vincent D'Onofrio. Stanley Kubrick. Et pourquoi on parle de Stanley Kubrick aujourd'hui? Parce qu'on a eu le bilan tout à l'heure. Ça fait 19 ans qu'il est décédé aujourd'hui. Eh ben on s'en fiche. Non. Alors attention, on passe à un nouveau type de question. La Stéphane Curie. Comme son nom l'indique, alors vous allez voir, comme son nom l'indique, la Stephen Curry est une question de rapidité à 3 points. Tout le monde a donc le droit de répondre. Il n'y a juste pas de proposition et seule la bonne réponse la plus rapidement dite sera validée. Alors voilà. On a le droit de réitérer. Vous avez le droit de réitérer tant qu'il n'y a pas eu de bonne réponse. Mais la première qui sera dite. Je dis le mot réitérer. Tout ce qui te fasse. Alors voilà la question. Quelle est la seule actrice à avoir fait la même année le doublé Oscar Razzie Awards? Margot Robbie. Non. Catherine Hepburn. Non. Nicole Kidman. Non. Quelle est la seule actrice à avoir fait la même année le doublé Oscar Razzie Awards? Si c'est trop long. Non.
Vous avez 24 secondes, hein, comme au basket. Hein. Mais redis s'il te plaît, redis. Quelle est la seule actrice à avoir fait la même année le doublé Oscar Razzie Awards? Joanne Crawford? Non. Betty Davis? 5, non. 4, 3, 2, champion, campion? 1, non. N'importe quoi. Jessica Chastain. Non, c'était Sandra Bullock. Oscar de la meilleure actrice pour The Blind Side en 2010 et Razzie de la pire actrice pour All About Steve la même année. Elle est d'ailleurs la seule actrice à avoir cherché son prix au même titre que Halle Berry dont vous avez pas parlé. Il y avait un mauvais prix, j'avais pas compris, pardon. Ouais. Le Razzie Award c'est les mauvais prix, mais d'ailleurs en parlant de ça, comme c'est la période des récompenses, passons tout de suite à une partie spéciale. Razzie Awards et non Oscar ou César, hein. La cérémonie qui récompense les pires films. Alors quid de Tom Cruise et le monde des emojis qui sont les grands gagnants cette année de la cérémonie. On passe donc au quiz spécial Razzie Awards. T'es passé vite sur Tom Cruise, hein, mais... Il a dit vite, les gars. Qui c'est celui-là? Alors il faut trouver dans quel film il est. Il a été récompensé au Razzie Awards. Cette année? Oui, vous allez voir, c'est... Non, pas cette année. George W. Bush. Pour quel film il a été ce personnage a-t-il été récompensé? Ce truc Fahrenheit 450 qu'on a vu. Ah non 9/11. Il a dit Fahrenheit. Là, c'est bon. Bonne réponse. Et oui. Primé pour son propre rôle en 2005 dans le documentaire de Michael Moore, Fahrenheit 9/11. Pour ce même film, George Bush a été récompensé du plus mauvais couple à l'écran avec, je cite, Condoleezza Rice, sa chèvre, mais aussi Donald Rumsfeld et Britney Spears pour les pires seconds rôles dans ce film. Voilà, pour ce film Palme d'Or à Cannes. On passe à une réplique à un film. Dans quel film nommé au Razzie Award provient cette scène? What do they call you around here, Jeezy? Grady, sir. Delbert Grady. Grady? Yes, sir. Delbert Grady. That's right, sir. Et la musique me dit quelque chose. Tu l'as pas vu, Guillaume? Tu penses? Mr. Grady. Oh, Haven't I seen you somewhere ça serait before? bizarre. Well, no, sir. I don't believe so. J'ai mis compliqué, j'ai fait exprès. C'est dans Shining. Shining. Oui, absolument, Shining, qui était nommé dans les catégories pire actrice. Pire actrice pour Charlotte Duval, pire réa pour Stanley Kubrick. Et oui, Shining qui avait été nommé au Razzie Award. Ça fait 6 points pour Guillaume, Gaël et Nina, 4 points pour Florent, Raphaël, Morgane, 2 points pour Ciné Campus. Merci le Québec. Il faut retrouver le titre, j'explique pour Ciné Campus, retrouver le titre, on va donner un titre québécois et il faut le donner en français, en original. Attention, Air Bagnard. C'est très très dur, je le sais. C'est un film fétiche pour moi. Air Bagnard. Brother? Je sais. Tonnerre sur les topiques? Non. Ok. C'est un film avec Nicolas Cage. Volte-face. Non je dis plus. n'importe quoi. Air Bagnard. Il y a aussi John Malkovich dedans, Steve Buscemi. Il y a des donuts qui tombent au sol. Ça c'est moi Tempête de Bleuette. Il y a un avion aussi. Vous l'avez pas? Il y a Danny Trejo. Personne ne lâche. Je me doutais que c'était Air Bagnard. Attends. Hein. Ça commence comme un film de Wim Wenders, mais ça finit pas pareil. Tu peux dire les acteurs? Wim Wenders, il a fait un film dont il y a eu un remake en plus avec Nicolas Cage. Beaucoup trop compliqué tout ça. En plus, c'est compliqué. Ça ne m'a perdu. Franchement, je peux donner cet indice. Alors attends, le prix qu'il a remporté en 98, ça a été le film manquant le plus de respect envers la vie humaine et les édifices publics. Quoi? Au Razzie Awards. Il a gagné ça. Les ailes de l'enfer. C'était les ailes de l'enfer de Simon West. Les ailes du désir. Et il y avait eu un remake aussi avec Nicolas Cage de ce film d'ailleurs qui était pas terrible, je crois. Pas tourné. Parmi ces films, lequel n'a jamais été nommé au Razzie Awards? Les Portes du Paradis de Michael Cimino, Last Action Hero de John McTiernan, Alexandre d'Oliver Stone, The Room de Tommy Wiseau, Batman vs Superman de Zack Snyder, Batman et Robin de Joel Schumacher ou Postal d'Uwe Boll. Les Portes du Paradis, Last Action Hero, Alexandre, The Room, Batman vs Superman, Batman et Robin, Postal. Bah c'est compliqué parce que Les Portes du Paradis c'est un chef-d'œuvre, mais à l'époque il
Mais il est très mal passé. Il y a bien Shining hein, dans. Ouais. Parmi ces films, lequel n'a jamais été nommé aux Razzie Awards? Les Porcs du Paradis, Last Action Hero, Alexandre, The Room, Batman vs Superman, Batman et Robin, Postal. C'est nommé. Hein. Nommé. Nommé. Même pas pour un prix spécial. Même pas. Il n'a jamais été nommé aux Razzie Awards. Alors. Quoi que Postal? Non, Postal c'est évident, il en a eu, c'est possible. C'est lequel et lequel? The Room. The Room pour l'équipe de Florent, Raphaël et Morgane. Ciné Campus, ça parie sur quoi? Batman. Lequel il y en a deux? Robin et... Batman et Robin. C'était quoi sur Batman t'as dit? Batman vs Superman et Batman et Robin. Robin, il est pas nommé. Ok. Bon, nous on était entre deux, on va dire The Room. The Room? Ouais. Eh bien, la réponse c'est The Room de Tommy Wiseau. Étonnamment, le film considéré comme le plus mauvais de l'histoire est passé complètement au travers des radars des Razzie Awards. Même ça, il a pas. Non, même ça. Il évolue dans une autre galaxie. Le résumé raté. Du coup, on va vous faire un résumé à peu près correct d'un film. Il va falloir retrouver quel est le film. Alors, c'est parti pour le résumé. S'il vous plaît, on écoute. Silence, s'il vous plaît. Valérie Beg a dû aimer ce film. En effet, un homme moyen, barbu, un peu rond et d'âge moyen plus, aime s'occuper des gens. S'occuper des gens, c'est sa passion. Il fait sûrement ça pour oublier la mort de sa femme. Le pauvre homme vit au milieu d'un bâtiment de Philadelphie, et Philadelphie, c'est pas Sacramento. La chance n'est d'ailleurs pas son fort, puisque les personnes dont il s'occupe sont légèrement assistées. Une famille mexicaine qui a peur d'une souris, un père, un enfant fan de boîtes de céréales, ou encore un groupe d'amis accros aux cigarettes et aux drogues diverses et variées. Un sacré programme en somme. Manque plus qu'un écrivain en quête de reconnaissance et le tour est joué. Oups, il est aussi au programme. Son livre La Petite Cuisine changera d'ailleurs le monde. C'est en tout cas ce que raconte l'histoire. Il était pas loin. Mais oui, Philadelphie, c'était Et évident. j'ai oublié, le type en question s'éprend de passion pour cette jeune fille, une jeune fille de l'eau. Cette dernière l'aide d'ailleurs à ne plus être bègue, d'où l'amour de Valérie. Voilà, j'ai un truc avec le lait du coup au début. J'étais concentrée sur le lait. Donc la jeune fille de l'eau qui a remporté en 2006 2 prix aux Razzie Awards. Pire réalisateur pour M. Night Shyamalan, pardon. Ça se fait tellement mal de dire que et pire second rôle pour M. Night Shyamalan aussi. C'est un peu dur, hein. C'est très dur. De souvenir, il était sympathique, il y avait des effets pas mal. Non, moi j'adore ce film en plus alors. Il était méchant avec les journalistes, c'est ça? Ouais, c'est pour ça. 8 points pour Guillaume, Gaël et Nina. Ah non, pardon, c'est toi qui viens de marquer le point, non? Qui a marqué? Ah non, ouais, c'est bon. 5 pour Raphaël, Florent et Morgane, 2 pour Ciné Campus. On passe à la musique de film. De quel film provient cette musique primée de la pire chanson originale aux Razzie Awards 2002? Wild Wild West. Barry Sonnenfeld. Et sa chanson interprétée par Will Smith, une reprise de I Wish de Stevie Wonder. Le film a aussi remporté 4 autres prix: pire film, pire réa, pire scénario et pire couple à l'écran pour Will Smith et Kevin Kline. Alors on passe au duel time. Bon alors vous le savez, il faut parier sur votre chef d'équipe. Ciné Campus, comme vous n'avez pas de chef d'équipe, vous êtes vous trois, donc vous pariez sur vous-même. On a un pari à 1 point, 2 points, 4 points ou 6 points. Rappelle le score, j'ai oublié. Alors il y a 9 points pour votre équipe, Guillaume, Gaël et Nina. 5 points pour Florent, Raphaël et Morgane. 2 points pour Ciné Campus. Je peux dire 12, hein. Moi sur ma fiche c'est comme si j'avais écrit 12. Le sujet, j'allais vous le donner, les nominations farfelues. Puisqu'on parlait de pire couple à l'écran par exemple pour Will Smith et Kevin Kline. Qui doit choisir d'abord? 9. 6 points. Vous pariez 6 points du coup? Et ils ont combien? Ils ont 5. Ils ont 5. Non, 6, ils peuvent tout perdre. Nous on a 9. Sur votre capacité. Non, vous allez pouvoir toutes répondre. Comme vous êtes Ciné Campus. Mais bon, vaut mieux que vous pariez 6 points quand même là. Quitte à. Y a rien à perdre. 4 points? 4. Ok, et Ciné Campus du coup 6. Alors un pari à 6 points pour Ciné Campus, un pari à 6 points pour Florent, Raphaël et Morgane et un pari à 4 points pour Guillaume, Gaël et Nina. Je vous rappelle qu'il n'y a que Guillaume et Florent qui répondent à cette question et toute l'équipe de Ciné Campus aussi. Du coup, les Razzie Awards ont l'habitude de créer des nominations. Nina,
Tu respectes ou quoi? Je suis d'accord avec toi, Nina. Tout à l'heure, j'ai cru que tu disais Guillaume Gallienne aussi. Ouais, ont l'habitude de créer des nominations farfelues pour faire rire l'audience et se moquer des films sélectionnés. Ainsi, parmi ces nominations, laquelle n'en a jamais été une? Tu as fait cette question. Non. C'était pas ça. Ah non. Si, Alors, le nom est-ce de que la catégorie vous allez voir le nom des catégories, tout ça. Des catégories. Pire acteur pour Barbra Streisand dans Yentl. L'actrice joue dans ce film une femme travestée en homme, donc c'est peut-être pour ça qu'elle a eu pire acteur. Pire caméo pour John Coltrane en hologramme dans Vanilla Sky. Pire acteur du siècle pour Sylvester Stallone et pour 99,5% de tout ce qu'il a fait. Pire révélation de l'année pour Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc et David Schwimmer en tant qu'acteur vedette de la série télévisée Friends ayant voulu tenter une carrière cinématographique. Pire couple à l'écran pour Uwe Boll et n'importe quel acteur, caméra ou scénario. Pire scénario pour un film ayant dépassé $100 millions de recettes pour Twister. Pire couple à l'écran pour Mariah Carey et son décolleté pour Glitter. Parmi ça, il y en a une. Il y en a une qui est fausse. Il y a une qui n'existe pas. Ouais, alors je l'ai redit. Oui, il y a trop. Vous en mettez tellement à chaque Oui, fois. là on en a mis beaucoup parce que c'était marrant. Mais d'habitude on en met moins. Mais là on en a mis beaucoup. Dis-moi, est-ce que tu peux les redire s'il te plaît? Alors, pire acteur pour Barbra Streisand. Pire caméo pour John Coltrane en hologramme. Pire acteur du siècle pour Sylvester Stallone. Pire révélation de l'année pour le casting de Friends qui veut tenter une carrière cinématographique. Pire couple à l'écran pour Uwe Boll et n'importe quel acteur, caméra ou scénario. Pire scénario pour un film ayant dépassé $100 millions de recettes pour Twister. Et pire couple à l'écran pour Mariah Carey et son décolleté. Oh, merci. Parmi tout ça, il y en a. Et tout est vrai sauf un en fait. Oui. Alors, il nous faut une réponse. Il nous faut une réponse dire rapidement. un mot, juste un mot à chaque fois. Alors, on Désolé. a Barbra Streisand, John Coltrane, Sylvester Stallone, Friends, Uwe Boll, Twister et Mariah Carey. S'il vous plaît, une réponse. Vous avez pas le droit de l'aider normalement. Ah, ouais, mais lui il écoute, non? On n'est pas responsable. Ouais. Guillaume, donne ta réponse, vas-y. Non, j'attends Florent. Vas-y. Moi je dirais UV Ball, moi. UV Ball, ok. Ouais, mais est-ce que c'est. Bah, UV Ball aussi. UV Ball, ok. Et pour vous? Comme ça, je sur la gagne, voilà. Bah, UV Ball aussi. Après, c'est pas très stratégique Moi, de j'aurais choisir. tenté, je vous dis, j'aurais tenté Vanilla Sky. D'accord. Et bah. Alors, on a 3 UV Ball, c'est ça? C'est pas honnête ce que tu fais. C'est pas honnête. Ciné-Campus aussi? Oui, par contre, si c'est ça. Eh bien, la réponse était. Vanilla Sky. Celle de Gaël, et ouais, effectivement, pire caméo pour John Coltrane en hologramme dans Vanilla Sky, ça n'a jamais existé. On aurait plus gagné quand même grâce à moi. Donc, Mais bon. on finit sur un score de moins 4 pour Ciné-Campus, moins 1 pour Florent, Raphaël et Morgane. J'ai même pas écrit moins 4 tellement. Bon, si je l'ai écrit. Et 5 points pour Guillaume, Gaël et Nina qui remportent ces Razzie Awards 2018. Bien joué, bravo. Merci, Wed. Du coup, j'ai rien fait, pardon. Oui. C'est pas très sport, hein, franchement. C'est vrai, c'est vrai. Pas très sport du tout. Si, t'as eu un bon plan pour chez Mais merci à toutes et à tous d'être venus. Merci pour l'invitation. Pas de soucis, on recommande du coup La Belle Verte évidemment, lundi 12 à l'Utopia à 20h30. Merci Arnaud pour la technique. On se quitte avec un morceau de Reggie Snow, Egyptian Louvre. À la semaine prochaine. Just let go of sorrow, like there's no tomorrow, 'cause tonight might be your last. So stay up till sunrise, wipe the tears from your eyes, leave it in the past. The past, the past, the past, the past. Leave it in the past. The past, the past, the past, the past. Leave it in the past. Breakdance and boogie, my love. This is 1971. I crave that brain and that flesh. Cups of tea and gums that bleed red. Say you wrap the plastic in white. Say you single all of my life. Blackest skin disfigure my crimes. Credit cards and losing my mind. Piece by piece they stitch me. Ain't no love, I'm still banging out Whitney. I can't cry for those who ain't with me. I can't praise the Lord, please forgive me.
stink like pussy, extra pushy. Hands up off me, she's so lovely. Fame and fortune, all those habits. Pink and white, them panties matching. I want you to stay forever. 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 The past, the past, the past. Leave it in the past. The past, the past, the past, the past. Leave it in the past. Ring, ring, I'm tryna get my whole thing back. But baby, I always wanna bring up shit from the past. Whoa, our options are limitless. Putting in effort for the effort is too effortless. Whoa, fuck, check, see the necklace. Gold hit her lips every time that I'm hitting it. I told her, baby, I'm sorry. But if you think we got problems, then baby, watch Mari. Yeah, that's why you gotta smell the roses. We parted ways like she cheated with Moses. That's